Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission Impossible. Encore une fois, les agents sont sur le front pour parler d'un film de la saga de Tom Cruise, comme j'aime bien dire régulièrement. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous et que vous êtes confortablement installés pour écouter ce nouvel épisode. Je vous rappelle que nous enregistrons en live actuellement sur Twitch et donc que nous interagissons avec les gens qui nous regardent. Donc si parfois vous semblez un petit peu perdu, c'est normal, on s'amuse à communiquer avec les gens et à répondre en fonction de ce qui se dit dans le chat. Un chat toujours incroyable et je suis sûr qu'aujourd'hui, ça sera la même chose. Je compte sur vous les amis. Autre rappel important, c'est une production VHS et canapé. Donc on vous rappelle que si vous voulez faire un petit don, donner une petite pièce pour soutenir les nombreuses productions, parce que maintenant ça commence à faire pas mal, vous pouvez vous rendre sur Patreon ou sur Tipeee. Voilà, je me suis pas trompé pour une fois. Donc les dons sont ouverts, vous donnez ce que vous voulez, et ça nous aide à mettre en place de nombreuses émissions et à prendre ce qu'il faut pour pouvoir travailler un petit peu le contenu. Et en même temps, ça nous fera plaisir, on vous fera des bisous, tout ça, et ça sera formidable. Et on vous aime d'avance. Alors, Enfin, aujourd'hui, les dons sont ouverts sur Tipeee, ils sont plutôt toutes roses les dons, mais bon, ça après c'est un autre débat, j'ai envie de te dire. ils sont toutes roses sur Tipeee. J'ai peut-être pas compris la Oui, blague, tu vois, parce mais que oui, je suis pas encore un grand. parce que tout vert, tout rose, tout vert, tout rose. Pardon, Tout vert, c'était tout tout pour rose. moi, c'était TMDJC. Bonne soirée tout le monde, Ok, salut. très bien. Moi, Salut. je suis tellement en dehors de cette vanne que je ne. On vient de ne perdre comprends 9 pas. abonnés. Voilà. À cause de toi. Rends l'argent. Rendez l'argent. Rendez Rends l'argent, l'argent. vite, 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 vite. Et Et merci donc, à voilà. ceux qui ont compris cette blague nulle. Merci. Voilà, merci de l'expliquer. Si vous avez fait un tuto pour comprendre les blagues de TMDJC, n'hésitez pas. Le tuto TMDJC. Un bon petit tuto pour la blague de TMDJC. On vous remerciera par avance. Alors, donc vous l'avez déjà entendu, même aussi le camarade Rhône, puisque mes agents du jour, comme d'habitude, c'est TMDJC. Salut Sébastien, comment tu vas ? Mais bonsoir tout le monde, ça va très 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 bien parce qu'on s'entend déjà. Et rien que pour Oui, ça c'est ça c'est merveilleux. beau. C'est plutôt beau. La technologie, Ouais. c'est cool. Il suffit de changer un micro et puis on est bien, en fait. Et puis Ça, hop, c'est plutôt pas mal. il suffit d'avoir internet et puis hop. Et hop. Et l'autre agent incroyablement loquace quand il s'agit de parler de cinéma et de Mission Impossible, eh bien c'est Rhône. Salut Rhône, comment vas-tu depuis hier ? On a déjà enregistré quelque chose ensemble. C'est vrai, c'est vrai. Ça va toujours pas mal, ça allait bien hier, ça va bien aujourd'hui. Comme d'habitude, une vraie joie de vous retrouver sur Mission Impossible, le 3. On arrive dans le ventre mou. Est-ce qu'il est mou ou pas ? Ce sera peut-être une des questions qu'on va se poser. Ouais, on est en train de faire comme les deux films qui font débat, généralement, chez les fans de Mission Impossible. On a évoqué le 2 la dernière fois, donc on vous invite, si vous découvrez ce podcast, à écouter le podcast précédent sur Mission Impossible 2 de John Woo. Et aujourd'hui, un autre, je me suis rendu compte, en fait, en repostant un petit peu le fait qu'on allait parler de Mission Impossible 3, que celui-ci est divisé clairement, même plus que divisé, parce qu'il est globalement cité comme le plus faible de la saga Mission Impossible. Est-ce que ça sera le cas pour nous ? Vous le saurez à la fin du podcast, parce que comme d'habitude, on va essayer de garder nos avis pour la fin de l'émission. Et oui, le suspense, vous accrochez, ou alors vous avancez très rapidement, comme quand vous lisez des tests de jeux vidéo, bande de sagouins. Vous allez voir la note avant même... Le podcast est chapitré, donc c'est facile d'avancer vers la fin. Enfin, on fait bien les choses quand même. Il y a un C'est plus chapitre à la dur fin, c'est d'avancer nul. qu'à la fin pour ceux qui sont en direct, par contre. Là, c'est... Ouais, là c'est c'est vrai. plus dur d'avancer. Ouais. Il faut vous Oui. endormir et vous réveiller. Faut Et vous connaître, remettre le réveil vers la faut fin. connaître un peu Einstein, tout ça. Voilà. Et donc Xavier qui dit dans le chat par exemple le plus mauvais est de loin. Voilà, donc on va en discuter aujourd'hui donc de ce Mission Impossible 3 sorti en 2006 et donc réalisé par J.J. Abrams. Voilà. Non, pas pour moi. Ah bah voilà, il y a déjà du débat dans le chat, donc ça va Voilà. être plutôt C'était sûr, amusant. c'était Voilà, sûr, c'est sur plutôt celui-là. cool. Et même dans mes réponses sur Twitter, il y avait des gens pour qui c'était loin d'être un mauvais film, et pour d'autres, par exemple pour Xavier, pour lequel c'est le plus faible de la saga. Donc on va en discuter pendant 1h30, 2h, voilà, en fonction de ce que auront à dire mes camarades aujourd'hui. Généralement, ils ont beaucoup de choses à dire. On va commencer comme d'habitude par le point Tom Cruise. Où en était-il au moment de la mise en place de ce Mission Impossible 3 ? Alors on l'avait quitté en 2000, après le gros succès de Mission Impossible 2. Voilà, gros succès. Et entre deux Missions Impossibles, il n'a pas vraiment chômé, puisqu'en fait il a joué dans pas mal de belles choses. Ah comme, non.
Comment Ah ça? oui! Ah, il a pas chômé, c'est bien, Ah bah voilà, c'est oui, bien oui, ce que je il a pas disais. chômé. Ah oui, carrément, ouais, c'est Après, c'est rien de le dire, hein. et il y a des films qui font aussi un petit peu débat, parce que moi je suis pas un grand fan de Vanilla Sky par exemple. Je sais qu'il y a des personnes qui sont fans de ce remake, c'était Ouvre les yeux, je crois, le film J'aime bien. Ouais. d'origine. Mm. Je préfère le film Alors d'origine, moi mais moi j'aime j'ai bien quand même Vanilla Sky. D'accord. bon, bah, voilà, exactement. Par Alors là, goût. pour une fois de plus, on est full d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé Vanilla Sky. Il ne vaut pas le film d'origine, à mon sens, Mhm. mais je trouve que le remake est vraiment pas mal. Le problème de Vanilla Sky, c'est que comme beaucoup de remakes, tu te dis: «Pourquoi? Pourquoi un remake? Mhm. Qu'est-ce que c'était vraiment nécessaire?» Mais si tu prends le film en lui-même tout seul, c'est un très bon film. Un film de Cameron Crowe, qui est un réal que Ouais. globalement, enfin, j'aime plutôt bien. J'ai pas tout vu non plus de lui, parce que ça me parle pas forcément tout le temps, mais j'adore Jerry Maguire par exemple. Je trouve que c'est un film, Mm. avec Tom Cruise d'ailleurs. Peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer ces films-là dans la suite, l'après Mission Impossible, nous verrons bien. Et il a aussi fait Le Dernier Samouraï, il a bien sûr fait Collatéral de Michael Mann, qui est un excellent film, hein, vraiment vraiment excellent, dans lequel il était voilà, à contre-emploi. On avait vu à l'époque pas mal de vidéos qui le montraient s'entraîner pour essayer de passer inaperçu le plus possible. Mais il a aussi fait 2 films avec Steven Spielberg, quand même. Voilà, deux gros Mhm. morceaux avec Steven Spielberg, dont Minority Report et le fameux La Guerre des Mondes, où ça a commencé un petit peu à partir en cacahuète pour notre ami Tom, qui part un petit peu en roue libre sur la communication autour de la Guerre des Mondes, et il va s'attirer la foudre des studios. Mais l'impact sur sa carrière ne se fera pas ressentir tout de suite, puisque donc au moment où il y a un petit peu le débat autour de la scientologie et du fait qu'il ait dit 2-3 conneries à la télé en rebondissant sur des canapés et tout, bah, comme la production de Mission Impossible 3 était déjà lancée, entre guillemets, ça n'a pas eu d'impact sur la mise en place du film. Donc là-dessus, vraiment, on ne pourra pas évoquer, en tout cas maintenant, ce qu'il y a eu après Mission Impossible 3 et sur le scandale qu'il y a eu après la guerre des mondes. Alors, en plus de jouer dans de films qui ont eu quand même quelques succès, hein, je veux dire, c'est pas des films qui se sont ramassés au niveau du box-office, il a aussi Non. produit des trucs plutôt intéressants, et notamment Narc, Mm. qui est un film vraiment, vraiment excellent. Un film de Joe Carnahan que j'aime beaucoup, et dont on va reparler un tout petit peu juste après, parce qu'il a participé aussi à la création, à la mise en place de Mission Impossible 3. Et il a aussi produit Elizabethtown de Cameron Crowe, et aussi le film Les Autres, où a joué son ex-femme Nicole Kidman, qui a un excellent Nicole film aussi. Kidman, Ouais, ouais. très C'est très très un Ça excellent fait, thriller ça fait et quand même une sacrée liste, hein, là. ouais. Non, ah ouais, ouais. voilà, On a... Et puis quand même, il était actif. il a aussi il y a quand même le rôle de sa carrière pour moi quand même, parce qu'il a joué Austin Powers et là, enfin pardon, C'est mais là vrai. on est vraiment, C'est vrai au-dessus qu'il a de fait tout des le caméos reste aussi. et je Ouais. pense qu'on a trop tendance à l'oublier. Alors, il a fait des caméos, et il a aussi produit et fait des voix off dans des documentaires, par exemple. Donc il était un petit peu partout. Voilà, en tout cas, il est actif. Il fait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un acteur qui ne chôme pas, en tout cas pour l'instant, et qui va enchaîner du coup après avec le fameux Mission Impossible 3. Mais avant de revenir sur quelques anecdotes et aussi sur l'intrigue et la réalisation, comme d'habitude, notre ami TMDJC va nous faire un point sur les acteurs qui sont dans le film. Dans le film, bah, écoute, avec, j'ai envie de te dire avec un immense plaisir. Donc évidemment, en numéro un, on a Tom Cruise, parce que je crois Oh, que vous avez bien compris qu'on en parlerait à chaque à chaque film. c'est couper les C'est cheveux. évidemment l'acteur principal, mais voilà, il s'est coupé les cheveux, ce n'est plus le même Tom Cruise et puis il partage quand même pas mal la vedette, Cette dans ce fois, ouais. film-là, contrairement au film président précédent, où c'était, Tom Cruise, face à Tom Cruise. Là, il a quand même face à lui un méchant que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est pareil, on a dit qu'on gardait notre avis pour la fin, mais je trouve que le personnage qui est joué par Philip, Seymour Hoffman, il est vraiment bon. C'est-à-dire que là, dans le Ouais. film précédent, on avait quand même un méchant qui avait pas beaucoup de goût et bah, là, on aime ou on n'aime pas le film, mais le méchant, il a un putain de charisme quand même et je trouve qu'il est, vraiment très, très bien. En plus, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment multitâche parce que quel que soit le rôle dans lequel il est, je le trouve toujours crédible et quand tu le vois là, en tant que méchant, et enfin de voir la manière ultra froide, qu'il a de vivre toutes les choses qu'il aura à vivre pendant le film parce que il est, on va en parler, hein, il va être captif, il va être, tortionnaire, voilà, il est dans plein de trucs différents. Bah, quand tu le vois dans d'autres rôles, je pense notamment le premier rôle qui me vient, celui de Boogie Night,
où il joue un rôle, mais vraiment tellement rien à voir que tu as l'impression que c'est même plus le même acteur. Je Comme dans trouve que Twister, c'est un hein. acteur sous-coté. Dans Twister, Ouais, dans pareil, mais là, Twister, il faisait un peu le e- comique et tout. exprès, je prenais vraiment les deux extrêmes exprès, mais ouais, je trouve qu'il est très très bien dedans Mm. et très bonne idée de l'avoir choisi. Alors évidemment, on va retrouver Vince Graham qui va reprendre son rôle. On se plaignait dans l'émission précédente que son rôle était minimaliste. Là, on va lui donner quand même un petit peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer. Il fait ce qu'il sait faire et il le fait très bien. Son rôle est vachement intéressant parce que c'est vraiment l'ombre de Tom Cruise dans ce film-là. C'est-à-dire que tu sens que c'est vraiment le poteau qui est là, quoi qu'il se passe, avec ses petits conseils. Et on ne dit pas qu'il a raison tout le temps, mais voilà, tu sens que Ethan Hunt, c'est vraiment son pote. Et c'est pas juste un collègue de travail. Et voilà, il y a un petit côté paternaliste aussi dans le rôle que j'aime vraiment beaucoup. On a la femme d'Ethan, qui est jouée par Michelle Monaghan, qui est pareil, très bien dans le rôle. Elle est très bien sous deux niveaux parce que c'est la femme fragile qui est à sauver dans le film et qui va prendre tout d'un coup aussi un autre essor. Et j'aime bien son interprétation. Alors, c'est pas le rôle du siècle, hein, on lui a pas non plus donné le truc qui va. Voilà, c'est pas avec ça qu'elle va gagner un Oscar, mais elle le fait bien et je trouve qu'elle est très bien dedans. On a un autre rôle. Alors, je vais peut-être pas donner le positionnement tout de suite parce que même si on va méchamment spoiler le film, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais on a Billy Crudup qui donc va jouer le supérieur Ouais. d'Ethan, qui au départ se présente vraiment comme son supérieur cool, quoi. C'est vraiment presque le semi-pote. On est même curieux de savoir ce qui s'est passé entre MI2 et MI3 Mm. pour que tout d'un coup ces deux-là ont cette relation-là. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je vais vous proposer? Parce qu'après, on va avoir des rôles plus secondaires. Si, je voudrais quand même arrêter rapidement sur Margaret Kingley Magicu, qu'on a retrouvé dans d'autres films, notamment Die Hard 4, qui est un film que j'aime pas spécialement. Mais son rôle à elle, je l'aime bien dans Die Hard 4 et je trouve que déjà, tu as les prémices de ce rôle-là dans Mission Impossible 3. Elle a un côté, je sais pas pourquoi, même alors pourtant son rôle n'est pas très important dans le film, hein, mais il y a un côté très charismatique chez cette femme qui fait que quand elle est dans son délire, en fait, elle fait des trucs qui ont l'air crédibles, alors Ouais. qu'évidemment, comme dans tous les Missions Impossibles, il va se passer des trucs totalement pas crédibles, une seule seconde, et elle est capable de gérer ça. Bon, évidemment, on a Laurence Fishburne on a l'impression qu'il joue l'un des méchants, et puis est-ce que c'est vraiment un méchant ou pas? En tout cas, c'est un des supérieurs, c'est le supérieur le plus haut, en tout cas dans cette histoire-là. Mm. D'Ethan, il est très bien dedans. Voilà. Après, Oui, là, efficace, ouais. il y a pas, c'est pas un rôle extraordinaire non plus, Ah, hein, et mais moi, je trouve qu'il se pose là parce que non, j'adore mais comme il pose ses petites Ouais. vannes là. je ne suis pas C'est du à tout la en fois train de fun et critiquer, avec de l'autorité. entends-le. Ouais, Voilà, on aime on bien. va avoir l'occasion de décortiquer le truc. Ce que je veux dire, c'est que quand tu connais la qualité de cet acteur, Ouais. c'est pas là-dedans qu'il va se révéler le plus. Mais comme je le disais en préambule, ce qu'il fait, il le fait Mm. très bien. Je nuançais en disant juste que, voilà, c'est comme on l'a dit pour d'autres rôles, ça reste du Mission Impossible. Je suis pas en train de décrier Mission Impossible, mais juste, Non, mais effectivement, des fois, tu as des trucs où, disons que je là, pense le qu'il rôle. a le charisme nécessaire en Ouais, fait pour c'est ça. se poser là dès qu'il apparaît à l'écran, dire qu'en termes Exactement. d'autorité, tu sens qu'il est voilà, il est pas là pour déconner et que il est là pour cadrer et même s'il peut être entre guillemets sympa s'il faut, il est quand même là pour que ça tourne. Donc Y c'est vrai que compris là-dessus il est efficace. dans la vanne qu'il va Ouais, balancer quand il dit ouais, je vous dirai quand vous avez le droit de m'interrompre quand je pose une question rhétorique. Ça, ouais j'ai voilà. beaucoup aimé. Ouais, Je c'est pas trouve que mal. ça Mm. passe très très bien. Et puis voilà, moi, il y en a d'autres évidemment, d'autres acteurs. Je voulais juste m'arrêter quand même sur Simon Pegg qui a un tout Ah petit oui, rôle dedans, mais quand c'est même. quand même son entrée dans la Ouais, saga. tout à Et fait. je pouvais pas ne pas en parler Mm. parce qu'en plus c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bah oui. Également, voilà. Je me suis pas arrêté sur tous les rôles parce qu'après on a des rôles un petit peu plus discrets, hein. On a Jonathan Rhys Meyers qui est dedans. On a Kerry Russell qui est pareil un tout petit rôle Ouais, également. un Mais petit rôle voilà, aussi. on Mm. est dans des trucs plus anecdotiques. Ah, il explique, il dit justement cadré car DJ Abrams ne sait pas ce que c'est. Ça c'est. Ah, ça Allez, commence. allez, bim. Ah. Voilà. Simon Pegg un capital sympathie très élevé, dit Super Kiwoo, et c'est clair, quoi. Dès qu'il apparaît à l'écran, puisque forcément, quand tu le connais un peu, t'es content de le voir, et surtout quand tu sais ce qu'il va devenir dans la saga, mine de rien,
C'est une apparition qui pèse aussi. qui Il est très utile d'ailleurs sur la fin du film. Donc c'est- Et Ah bah, je il je trouve sauve le qu'il est film. balèze, hein, parce que il a finalement, en temps de présence à l'écran, c'est très limité. Mm. Et il s'intègre avec une Ouais, facilité démentielle comme un complètement. personnage important. À la fin du film, si on te demande combien de temps tu as vu Simon Pegg à l'écran, tu te trompes, c'est Mm. sûr. Tu as l'impression qu'il est là depuis plus longtemps. Puis, Il a fait au moins un bon quart d'heure. Pas du tout. mais Ouais, c'est ouais, ça. non, il est peut-être 5 minutes quoi. Et encore, il y a une Je- bonne je- partie où c'est hors écran parce qu'on l'entend au téléphone, etc. Mm. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur le. Comme d'habitude, j'aime bien rebondir sur Oui. TMDJC après la partie casting. J'aime bien quand tu me rebondis dessus, moi C'est- aussi. Parce que pour moi, c'est un massif point positif pour le film, le casting. Je trouve que les acteurs dans leur ensemble jouent très juste. Tu l'as dit, TMDJC, je trouve que ça joue très juste, y compris Tom Cruise, qui après le 2, où c'était très frime, là nous montre un panel qui est quand même beaucoup plus étendu. Euh, Alors là, oui. Hein. Il et pleut j'arrive dedans. pas à trouver quelqu'un de pas bon dans ce film-là. Moi, je suis aussi très impressionné par Philippe Seymour Hoffman, que je trouve assez terrifiant. Et c'est cool quand on a un méchant qui est assez terrifiant. En général, ça fonctionne quand même bien comme ça. Et l'ensemble est très équilibré. Il n'y a pas ce truc où il y a un acteur qui est un peu en dessous, ou qu'on va vite oublier. Tout le monde a bien sa place. Et ça marche bien. Alors, peut-être parce qu'aussi c'est mieux écrit que le précédent. Bon, ça, on y reviendra dans les dialogues en tout cas. Mais ça a été la vraie bonne surprise au revisionnage. Je me dis, bah, en fait, tout le monde est bon, quoi, là-dedans. Et y Entièrement compris d'accord. les rôles qui sont pas très gros, et ben, ils trouvent leur place. Et ils ont leur rôle dans l'histoire, ça se fait naturellement. C'est quand même un casting de grande classe, hein, Ouais, alors, sur cet Xavier, épisode. Entièrement d'accord. Xavier, calme-toi. Pour l'instant, Ron dit tout le monde est bon, on parle du casting. Parce que Oui. quand tu dis tout le monde est bon, lui dit non, DJ Abrams, il est pas bon. Non, Ah, calme-toi. c'est pour plus tard, ça. Calme-toi, C'est la partie calme-toi, réelle, elle voilà. arrive plus La tard. partie réelle, on y arrive. Ne t'inquiète pas, Xavier, relax, respire, pose-toi. Pour l'instant, on discute, on est pépouze. Voilà, faut pas s'emballer comme ça. Ne t'inquiète pas, on va continuer tranquillement. Parce que là, vraiment, Il y a quand vraiment même Xavier une d'un côté Lamborghini et Barbie de Galadro l'autre, quand même dans le hein. film. C'est forcément bien. Mais bon, on va évoquer le reste du film tout à l'heure, mais je suis d'accord, je vous rejoins complètement sur le casting, qui est un point plutôt positif. Il y a du monde et c'est plutôt pas mal. Alors, il y a quelques anecdotes. On parlait tout à l'heure de Joe Carnahan par rapport au tournage, etc. Donc j'ai relevé quelques petits trucs, voilà, c'est pas non plus des trucs exceptionnels, mais c'est un film qui a connu quelques bouleversements, parce que le chantier s'est mis en place à partir de 2002, avec pas moins que David Fincher, mine de rien, qui devait à la base réaliser le film. Et ça s'est un petit peu embourbé. À partir de 2004, ça commence un petit peu à remuer, c'est-à-dire qu'on a le fameux problème artistique. Voilà, on s'entend pas très très bien, donc du coup David Fincher va aller voir ailleurs et c'est Joe Carnahan qui va arriver sur le film et qui va bosser quand même dessus pendant un bon moment avant que, encore une fois, il y ait les divergences artistiques qui débarquent parce que voilà, il voulait faire quelque chose et Tom Cruise, il voulait faire autre chose, donc comme c'est un peu lui le patron à bord, souvent avec Joe Carnahan, ça pète et il s'en va pour faire autre chose. Il avait galéré d'ailleurs à l'époque pour enchaîner les films. D'ailleurs, Joe Carnahan, c'était pas évident pour lui. Et donc, à ce moment-là, Tom Cruise était en train de binge-watcher, parce qu'il avait que ça à foutre. Il regardait Alias chez lui, en regardant les guides de la scientologie, en regardant les extraterrestres débarquer, et disait, voilà, Alias, c'est quand même trop trop bien, et je vais appeler Gigi. Allez, viens Gigi, j'ai un film pour toi, ça serait bien que tu débarques. Et donc, il arrive en 2004, et le film sortira en 2006. Donc, tout va commencer à se mettre en place à partir du moment où Gigi va dire oui, parce que oui, quand Gigi dit oui, après il bouge plus, il s'en fout, même si on lui dit faut que tu fasses ça, il dit oui, comme pour Star Wars, quoi, tu vois, rien à foutre. Et donc, oui, je suis un peu méchant. On avait je dit suis un peu méchant. qu'on parlait pas des choses qui fâchent. Non, mais je trouve qu'il a fait des trucs plutôt intéressants. Didi, mais là, pour le coup, je pense qu'il a fait Sur un Star petit Wars peu non, pas sur Star Wars. Oh là là, Ah bon oh, Ah bon calme-toi. Tu veux qu'on se fâche tout de suite ou comment ça se passe? Non, tu es fou. De toute façon, plus personne ne fait rien de bien sur Star Wars depuis maintenant, c'est fini. des Voilà, années, Star Wars, dans les films, c'est ouais. terminé. C'est Mais complètement bref. terminé. Et en même temps, comme ça a pris du retard au niveau de la production, tous les acteurs qui étaient prévus de base, c'est-à-dire Kenneth Branagh, Ricky Gervais, Carrie-Anne Moss ou même Scarlett Johansson, ils ont fini par se barrer. Et donc, on a commencé à reconstituer une nouvelle équipe d'acteurs autour du projet. Et donc, ensuite, le film est sorti en 2006. Autre chose plutôt rigolo dans le cadre de la promotion de Mission Impossible 3, c'est que il y avait un bel épisode de South Park qui évoquait la scientologie.
Et Oui, c'est Tom vrai. Cruise, alors c'est des rumeurs, c'est des machins, lui il aurait dit qu'il s'en foutait, que c'était pas vrai du tout. Mais il aurait demandé à Viacom, qui détenait Paramount et Comedy Central, que s'il y avait encore des rediffusions de cet épisode-là, il ne ferait pas la promotion de Mission Impossible 3. Donc voilà, c'était un moment un petit peu trouble en 2006, donc autour de la scientologie. Donc il préférait que ça soit un petit peu sous le tapis, et sinon il menaçait de carrément même pas parler de son propre film, ce qui était un petit peu étonnant. Bref. On va arriver au point peut-être de divergence, voilà, mais je vais d'abord commencer par vous faire un résumé, voilà, à ma sauce de Mission Impossible 3 avant de parler de la réalisation. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous. On y va pour le résumé du film. Rangé des voitures et fiancé depuis peu avec Julia, Ethan arrête de faire le kéké en moto et de faire de la grimpette pour se concentrer sur la formation de super agents qui, comme lui, vont tout faire pour protéger le monde des méchants. Malheureusement, alors qu'il fait la fête en faisant tourner la tête de toutes les copines de sa future femme, notre gendre idéal apprend que l'une de ses anciennes élèves a été capturée en enquêtant sur Owen Davian, un puissant trafiquant d'armes. Briefé par John Musgrave, qui tente de le faire sortir de sa retraite, Ethan Hunt décide de quitter son nid douillet pour sauver sa protégée. Voilà. Tout est posé, on va pouvoir commencer à parler un petit peu de la réalisation du film. Alors Ron, en regardant le film, On ouvre le dossier, je ça vais y est. te lancer là-dessus. On sentait quand même qu'en termes de réal, on était sur autre chose. Voilà, on sait que l'émission Impossible aime bien prendre un nouveau réal pour proposer des choses un petit peu différentes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Mission Impossible 3 ne ressemble pas du tout à Mission Impossible 2. Mais pourquoi? Est-ce que Ni on au va- premier d'ailleurs. Ni au on va- premier, voilà, ni au premier. Et, enfin, par rapport aux deux, on pouvait s'y attendre. Hein, ça Alors ressemblait qu'est-ce que pas t'en de toute penses, façon. toi qui décortiques Alors, un on petit peu les mises va, en scène des films? voilà, à nouveau, là, je vais me concentrer vraiment sur la mise en scène plus que euh, sur d'autres aspects, parce que effectivement, c'est très différent. Il y a toute une partie. J'avais lu tout un article qui expliquait que J.J. Abrams était un réalisateur qui n'avait pas de style. Rappelons que c'est son premier film Mm. avec Mission Impossible 3, et c'est important parce que sur les précédentes émissions, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on retrouve le style du réalisateur? Bah là, on le retrouve pas, il n'existe pas encore de toute façon. Donc quelque part, c'est pas tellement le propos. C'est son premier film et bah ça se sent. Voilà, ça se sent. Notre cher ami, il est en rodage. Il fait partie de ces cinéastes qui sont des enfants de Spielberg, hein, plus ou moins, qui vont aller un petit peu essayer de piocher dans les recettes du patron. Et il essaye de faire le bon élève dans le film. Donc il va appliquer tous les trucs standards qui doivent fonctionner. Donc dès qu'il y a de la tension, c'est de la caméra portée hein, qui va gigoter. Les scènes d'action, on a un découpage qui est très cuté, à nouveau en caméra portée. Toutes les scènes de dialogue, là il a bien regardé Spielberg, on va avoir toujours un travelling autour des personnages, il nous le fait pratiquement tout le temps, quoi, en général plus ou moins en plan américain ou sur pied. Et son truc, qu'on retrouvera plus dans ses autres films, pas à l'inverse, c'est que par contre, pour les panoramiques, là, on va avoir des plans qui vont être plus léchés, qui vont être plus étudiés. Par exemple, l'entrée dans le Vatican, monter sur le mur, le décor est bien exposé. Il a bien retenu sa leçon. Voilà, il essaye d'être appliqué pour bien retenir ce qu'il a appris à l'école de cinéma. On a du mal à voir les petits gimmicks qu'il y aura plus tard. Il y a du lance flare quand même un peu. Hein, voilà, il y en a quand même un petit peu dans la poursuite d'hélicoptère. Il y en a même beaucoup. Enfin, dans la première scène. Mais je trouve que finalement, il n'y a pas tellement de style, mais il n'y a pas toujours tellement de qualité non plus. Voilà, on va dire les choses tout de suite. J'en profite pour faire une petite digression. Attention à l'abus des caméras portées dans les films. Une caméra portée, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Hein. Je comprends la sensation de tension que ça donne, mais c'est devenu un langage cinématographique qui s'est installé au fil des années. Mais si on regarde un objet fixe et qu'on bouge la tête dans tous les sens, il s'avère que non, l'image reste fixe. C'est la tête qui bouge. Donc ça nous rappelle qu'il y a une caméra. Même chose pour le lance flare. Merci Ron. Merci. Non, mais
Je digresse un peu, mais parce que Ah non, mais ça faut pas moi abuser de ce procédé, en c'est fait. comme le vocodeur dans le rap, arrêtez au bout d'un moment, quoi. C'est Ouais, pas une obligation, c'est il faut pas le une mesurer. obligation. Et, Ouais. dès qu'on le voit, c'est que c'est raté. Dès qu'on en a conscience, ça met une distance pour le spectateur. Le lance flare, c'est Au même pareil. titre Dans au la même vraie vie, on titre, voit jamais ça avec ses bah yeux. On est c'est marrant parce obligé que c'est d'avoir une exactement ce caméra. que j'allais dire. Le lance-flaire et les gouttes qui viennent s'écraser sur la caméra. Ne me mettez pas des gouttes qui viennent s'écraser sur la caméra. Je veux pas qu'on me rappelle qu'il y a une caméra. Je veux pas qu'on me rappelle qu'il y a un écran. Je suis en train de regarder un film. Ne venez pas me mettre une tache de sang. Non, ne faites pas ça, les gens. Alors, bon, c'est une mini digression, mais en tout cas, J.J. Abrams ne maîtrise pas ça. Il y a des réalisateurs qui le maîtrisent, qui peuvent filmer en caméra portée sans pour autant que ça nous rappelle qu'il y a une caméra. J.J. Abrams ne sait pas le faire. C'est son premier film et il se foire. Ça ne fonctionne pas. De la même façon, les scènes d'action très découpées, et là je pense surtout à la scène de sauvetage au début du film, c'est très mal réalisé. C'est très coupé, très confus, et on voit finalement beaucoup plus les premiers plans que les personnages en eux-mêmes qui se courent après. Encore une belle erreur. Et là où on sent que c'est un rookie, c'est qu'il y a des scènes qui ont un potentiel de spectacle qui sont assez Assez dingue. importantes, Ouais. et malgré tout, il n'y a pas l'impact que ça devrait avoir. Et là, spécial dédicace pour toi, Creepers, on a quand même un SUV qui fait un tonneau avec des flammes, un truc bien sympathique, ma foi, sur un pont, avec des hélicos, tout le bordel. C'est le tonneau, la cascade en tant que telle, elle est cool. Le résultat à l'écran, bah pardon, mais manque ça un peu vaut d'impact. pas, voilà, ça manque d'impact. Et il y a un petit peu Mais ça. même dans des scènes très simples, hein, la scène où Tom Cruise court sur le mur justement pour rentrer dans le Vatican, ce qui est quand même plutôt une scène impressionnante, tu vois absolument pas la difficulté de ce qu'il est en train de faire, là qu'on te montre quelque chose qui est voilà, c'est pas anodin ce qu'il vient de faire. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Voilà, donc je tire un peu à boulet rouge dessus, là, mais parce qu'il y a beaucoup de défauts pour moi sur la réalisation. Il y a des trucs qui sont bien aussi. En fait, il apprend. C'est ça le truc, c'est qu'il apprend. Euh, Après avoir vu Mission Impossible 3, j'ai regardé son film suivant, Star Trek, que j'aime bien d'ailleurs. Et c'est Ah, rigolo de voir il y a un gap, comme hein. il s'est Ouais, perfectionné je suis entre d'accord. les deux. Il va finalement utiliser exactement les mêmes artifices, sauf qu'il les maîtrise juste mieux. Et ça change vraiment la donne à l'écran. Alors tout n'est pas foiré, hein. Je m'arrête vraiment là-dessus. Il y a quelques choix qu'il a fait que je trouve vraiment intéressants. Il y a des scènes aussi qui sont réussites. En général, des scènes où ça bouge pas trop, euh, qui marchent bien. On y reviendra un peu plus tard, mais il y a des scènes que j'aime vraiment bien dans le film quand même. Et mais voilà, je suis un peu navré de dire que c'est globalement pas glorieux. Et il y a un autre truc qui m'a posé un souci, c'est que le choix qu'il a fait sur la colorimétrie, bah, moi, m'a gêné, quoi. Et ça vient pas du directeur photo qui a fait des tas d'autres choses très bien. C'est un vrai choix du réalisateur. Mm. Je vois pas comment ça peut être autrement. On a le film a un filtre jaune presque en permanence, qui est même parfois abusé parce que notre pauvre grand méchant, là, notre pauvre Philippe, il a l'air malade sur, sur plusieurs scènes. Je trouve pas ça beau, quoi. Le code couleur est un peu grossier, Je trouve pas et le dès qu'on va film être dans une joli. scène où il y a le méchant, Je suis d'accord. t'as du vert qui va s'ajouter en plus Ouais. sur le jaune, c'est encore plus maladif comme truc. Ouais. Tout ça, Il y a c'est du bleu, il y a du grossier, en fait. vert. Ouais. C'est grossier. Et il est beaucoup de nuit en fait. Et tu sens, voilà, il y a une espèce de volonté de faire ça de nuit. Et c'est vrai qu'en termes de lumière, de colorimétrie, il y avait des séquences dans le 2 par exemple qui étaient très marquées au niveau de lumière, mais c'était fait exprès, notamment la scène de braquage que t'aimais pas, où il y avait des couleurs rouges qui revenaient. Et globalement, c'était assez chaud au niveau des couleurs. Voilà, c'était vraiment une volonté. Là, tu sens ça fait flashy, du coup, ça sonne faux sur Ça beaucoup de sonne faux. séquences. Et le Ça me pire, sort. c'est que Ouais, pendant le film, ça ressort d'autant plus en contraste avec les scènes ouais, ouais, qui sont en image naturelle. ouais, ouais. euh, qui sont en extérieur, là, tu dis, bah, c'est pas si dur d'avoir une jolie image, en fait. Tu Mm. vois, c'est plus ça, hein, le truc. Mais Euh, c'est tellement dingue cet aspect-là que moi au départ je me posais la question vraiment de T'as savoir réglé qui ta était télé. non mais même directeur photo en fait pour moi en fait c'est lui qui faisait l'ensemble. Et effectivement c'est Dan Minden qui est c'est ça. directeur photo du film et oui quand tu vois le boulot qu'il a fait ailleurs tu fais mais en fait il est très bien ce gars-là. Enfin il y a pas de donc moi je connaissais pas je savais
savais pas à quel point J.J. Abrams avait imposé un point de vue là-dessus. Là, tu me l'apprends, Ron, en l'expliquant, mais ça explique beaucoup de choses. Attention, je le C'est-à-dire que suppose, hein. J'ai pas lu un bah, truc qui disait qu'il avait imposé, mais je vois pas d'autres alors, explications. c'est-à-dire que là, en tout cas, l'explication que tu donnes, elle me paraît plausible parce que je vois pas effectivement d'autres explications non plus qui pourraient pousser à. Parce que moi, je pense, on va avoir l'occasion d'en parler. Le film, j'ai envie de le défendre sous plein d'aspects, mais pas celui-ci. Clairement pas celui-là. Là, pour moi, c'est complètement loupé. Mais Alors moi j'aimerais quand même, parce que là on tire à boulet rouge sur la réal du film, moi je trouve... Non, non, mais après voilà, à juste titre sur certains trucs, on a le droit de dire qu'il y a des choses qui vont pas, clairement. Il y a, hormis ça, parce que là on est quand même dans la réal, ça fait quand même partie de la réal, je trouve que le film par contre... Alors t'as parlé du montage, mais il y a des séquences qui m'ont pas forcément gêné sur quelques trucs, je trouve justement quoi, que le démarrage du film, je le trouve plutôt efficace, moi les scènes de braquage, tout ça, il y a quand même des choses... Et je trouve que le film est par contre méchamment rythmé. Mais En termes vraiment, de péripéties, ouais, ouais, clairement. il se passe Et même, énormément de choses. mais là, Dans le c'est pas film. tout à fait la réal, c'est pour alors, ça que je l'ai mis un peu de côté. voilà. Je trouve qu'il est bien écrit. Ça Merci. fait, ça Mais fait voilà, partie. Voilà. non, mais parce que alors là, pareil, je m'inscris dans le sens de ce que vient de dire Ron. Là, vraiment, je pense que Ron a parlé exclusivement de la La réal, réalisation, ouais. vraiment Oui, en termes, oui, en termes vraiment. cinématographiques du terme. On parlait de la photo, mais effectivement, et on va reparler du jeu des acteurs qui est excellentissime. On va reparler effectivement du rythme du film et la manière dont il est écrit. Et c'est pour ça que j'ai envie de défendre ce film, Et je voulais, malgré le fait que justement les gens, beaucoup ne l'aient pas apprécié. mais je voulais Moi, quand je même, vais dans le voilà, sens de Rhône. Je moi pense je qu'il voulais est quand même très, très bien écrit. rebondir, parce que je voulais rebondir sur le côté réel aussi, sur des séquences que moi j'aime vraiment bien. Pour le coup, c'est-à-dire que moi il y a une séquence, je me suis même demandé, moi je suis pas un grand maître technique par exemple, moi il y a une séquence que j'aime bien, c'est la séquence où il va essayer de retrouver Julia en fait en Chine. Alors, en termes de découpage, ça peut parfois être problématique parce que tu sais pas forcément où il se trouve. À gauche, à droite, machin. Il va essayer de suivre ce que lui dit Benji au téléphone. Je sais plus, ouais, je crois qu'il est au téléphone. Par contre, il y a des effets de vitesse que je trouve super bons. Et je sais pas trop comment on fait ça, c'est-à-dire qu'il garde le point sur Tom Cruise. Et par contre, tu as un effet de vitesse quand il court au bord du fleuve, etc., Oui, que je trouve vraiment saisissant, ça, je suis d'accord. qui met vraiment bien l'urgence de la situation. Et tu notes Et que je c'est une trouve... scène qui est pas cutée, celle-là. Alors, elle est pas cutée, mais surtout, il y a vraiment... Là, c'est vraiment un talent de mise en scène. C'est-à-dire que, tu vois, il y a vraiment une façon de filmer Tom Cruise en train de courir, parce qu'on sait qu'il aime bien qu'on le filme pendant qu'il est en train de courir. Et je trouve que sur cette séquence-là, contrairement à pas mal de Missions Impossibles, où il est souvent filmé de plan large pour montrer à quel point il va vite et à quel point il traverse des trucs, et notamment dans les derniers filmés par McQuarrie, là, il est, comme c'est vraiment une mise en scène qui est très télévisuelle, il est vraiment cadré de très très près. Parce que tu vois, souvent dans les séquences d'action ou dans les moments de déplacement, on sent que c'est quelque chose d'assez serré, c'est des plans assez serrés qui mettent vraiment en avant, je trouve, le côté un peu urgent et chaotique de certaines situations. Mais là, vraiment, dans le moment de panique où il est en train de rechercher Julia partout, je trouvais que cette façon de le mettre en avant et de l'isoler un petit peu de tout ce qui se passe autour, et de voir vraiment ce décor filer à toute vitesse, alors que lui est vraiment super bien cadré, c'est un effet que j'aimais plutôt bien. Tu as donné la formule magique, hein, c'est-à-dire que c'est déjà des tests qu'il avait fait ailleurs. Il y a des scènes comme ça dans Alias, par exemple, où l'héroïne est en train de courir et la caméra suit l'héroïne et seulement l'héroïne. Donc c'est quelque chose qu'il savait déjà faire quand il est arrivé dans Mission Impossible 3. Donc le mec n'est pas arrivé vierge de rien. On dit que c'est son premier film, mais c'est son premier film cinéma. Oui, il a la technique. Voilà, le mec voilà, n'arrive pas avec zéro technique derrière. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je rebondis sur ce que disait Ron également. Oui, mais c'est effectivement une scène qui n'est pas cutée. D'ailleurs, les scènes avec je trouve le rythme le meilleur, y compris dans les scènes de dialogue, c'est celles qui ne sont pas surcutées constamment. Voilà. Alors, en fait, c'est parce que Keepers m'a arrêté avant mon antithèse. Parce qu'après avoir été très méchant avec lui, j'avais une petite partie plus gentille quand même. Parce que effectivement, ça n'empêche pas que moi, il y a des scènes que je trouve très bien faites au milieu de tout ça. Et pour moi, elles ressortent même par rapport au reste. J'aime beaucoup la scène d'introduction, mais je pense qu'on en reparlera de ça. Mais je trouve qu'elle est très bien réussie. C'est une scène qui, elle, n'est pas cutée à nouveau, où il y a une gestion de la tension qui est assez importante et où, étrangement, là, il la maîtrise plutôt bien, sa caméra portée. Il n'y a pas un abus comme il peut le faire par ailleurs. J'aime bien la scène dans le Vatican, à partir du moment où il est dans le Vatican. Le jeu de cache-cache, pour moi, il est bien maîtrisé. À nouveau,
on est avec une scène où ça galope pas dans tous les sens, où on a quelque chose d'un peu plus posé. Ça marche bien, à mon sens. Et je trouve de la même façon, je trouve que c'est pas mal foutu aussi l'évasion de la CIA. C'est une scène aussi qui pour moi fonctionne. Donc il y a des trucs qui marchent. Et je voudrais juste ajouter un truc aussi qui a pas dû être facile pour lui. J'ai écouté le commentaire audio qui est sur le Blu-ray où c'est Tom Cruise et J.J. Abrams. Et je me suis dit, en fait, je voulais l'écouter parce que je me suis dit, il va peut-être expliquer à un moment donné pourquoi c'est jaune, quoi. Pourquoi il a voulu faire ça. Bon, rien de tout ça, bien sûr. Mais il se contente un peu de se lécher la pomme en disant toutes les 3 images, ça c'est ma scène préférée. Cela étant, ce que j'entends dans leur discussion, c'est qu'il devait bien l'avoir sur le dos, le père Tom Cruise. Parce que quand il parle des scènes qu'il regarde, alors c'est pas dit littéralement, mais c'est pas j'ai choisi ça. C'est tu te souviens, on en a discuté, puis finalement on a décidé de faire ça. C'était pas lui le patron non plus. Donc c'est pas non plus le plus confortable pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc je pense que c'est une vraie excuse pour le coup pour certaines faiblesses, à mon sens. Et juste pour terminer sur ce que tu disais et boucler la boucle par rapport à ce que disait tout à l'heure Creepers, il y a en fait mon sentiment c'est que toutes les scènes qui sont plus proches du format télévision aussi sont pour moi très réussies. C'est là que tu vois en fait qu'il avait de l'expérience et toutes les scènes où il a vraiment voulu faire du cinéma entre guillemets. Alors je mets de côté les plans de présentation qui sont là pour le coup vraiment du cinéma qui et on l'a dit tout à l'heure pour moi sont réussis. Mais tout ce qui est scène d'action, on se dit tiens, là ça va vraiment être du grand cinéma, etc. Ça retombe un petit peu comme un soufflet. Ouais. En se disant, tu parlais de l'histoire de la bagnole, mais moi c'est exactement ce que ça m'a fait. Je dis ah tiens, la bagnole elle se retourne. Ok, c'est quoi après mais t'es pas derrière ton écran. Ce qui est étonnant quand même, je trouve dans tout ça, c'est que les passages dans l'intime sont plutôt réussis. Ouais. Tout à fait. Les moments d'émotion, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que tu as beaucoup de gros films, de gros blockbusters qui, dès qu'il s'agit des fois de filmer un dialogue, c'est du chant contre chant assez classique. Là, j'étais assez étonné que vraiment dans les scènes où on s'attarde un petit peu sur l'émotion, la caméra s'avère muer comme il fallait. C'est-à-dire pas forcément uniquement du chant contre chant. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que on a des séquences d'action qui parfois, effectivement, on voit qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire des grosses séquences d'action, de les découper, etc. Par contre, on sent que tout ce qui peut un petit peu, ou peut-être qu'il y a quand même pas mal de scènes plus intimes, beaucoup plus de dialogue dans des séries télévisées par rapport à des films d'action par exemple, et tu sens qu'il maîtrise bien cet aspect-là. Et tu sens qu'il y a une volonté de Tom Cruise d'aller vers l'intime. Il a aussi bien appris son Spielberg, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Non. Pour moi, une des meilleures scènes de dialogue de tous les temps, c'est dans Minority Report, dans La Verrière, où chaque réplique, c'est comme une bagarre, quoi. La caméra, elle va suivre exactement les positions dans la discussion, etc. Alors, il n'y a pas forcément ce type de discussion dans Mission Impossible, mais il a retenu la leçon de la caméra qui doit tout de même, pendant une scène de dialogue, alors pas bonjour, ça va, comment va ton chien, mais une scène de dialogue où il se dit quelque chose, que la caméra, elle ajoute un certain sens pour accompagner ce qui est dit, et ça, je trouve qu'il le fait plutôt pas trop mal. Ouais. En même temps, Spielberg, dans les scènes de dialogue, il est passé maître. Hein. Tu regardes Les Dents de la Mer, tu regardes La Liste de Schindler, enfin, je veux dire, il n'y a pas de film de dialogue comme ça où tu fais « Oh, c'est pas ouf, ce mec, il est c'est un génie. » Bien sûr, mais t'en as tellement qui ont essayé qui se disent vraiment les élèves de Spielberg et qui finalement font pas grand chose avec. Là, en tout cas, sur certaines séquences, je trouve que dans l'intime, le film se débrouille pas mal, et ce qui n'était pas forcément le cas des autres où c'était facilement. Alors, dans le 2, c'était, même si moi j'aime bien le côté très, très abusé de John Woo, c'était très théâtral, etc. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus, on voit peut-être même dans le côté visuel du film, quelque chose de plus, entre guillemets, sérieux. Dans l'histoire, dans ce qui se passe et dans la gestion des personnages, et notamment des personnages en dehors de Tom Cruise. Et là, c'est pas de la caméra pure, mais là, on peut lui donner du crédit. Même si on a de très bons acteurs, il faut encore les faire jouer. Absolument. Ça, c'est aussi le boulot du réal, la direction d'acteur. Donc, il est forcément un peu responsable de l'enthousiasme qu'on a montré sur ce qu'a fait le casting. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses à dire. Je crois qu'on s'est même arrêté plus que d'habitude sur l'aspect réel, en tout cas sur ce qu'a proposé DJ Abrams. Donc, on a des réserves, mais
Ouais, Oui, c'est ça ça. Mais Ron, je trouve l'a très très bien expliqué. C'est-à-dire que le film, il a de grosses faiblesses, vraiment, en termes de réalisation, qui sont compréhensibles quand tu connais un petit peu l'histoire. Mais toi, quand tu es spectateur et que tu viens juste voir un film, Eh oui. bah, t'es en droit d'attendre mieux. Mais à côté de ça, le film est tellement généreux sous plein d'autres aspects mmh. dont on va parler que moi, je jette pas ce film à la poubelle. Clairement pas. Alors, ne jetons pas ce film à la poubelle, surtout, Rhône, puisque tu vas encore une fois garder la parole, que la musique, elle est pas si mal cette fois. Ah bah ça Hein? fait du bien, Elle est ça pas fait si du bien. mal. Après la tannée du 2, hein, là ça fait quand même bien plaisir. Alors là, à l'inverse, je vais pas tarir d'éloges, je trouve que c'est une super BO, hein. C'est Michael Giacchino qui nous a fait ça, et qui pour moi fait exactement le travail parfait qu'on attend d'un compositeur quand on est sur une franchise. C'est-à-dire que on respecte les thèmes connus, ils doivent être présents, on utilise les thèmes connus, mais on les fait un petit peu à sa sauce. Et ce qui fait que j'adore dans cette BO, c'est qu'il va écrire des morceaux qui sont inédits, quoi, qui n'utilisent pas du tout les thèmes, mais qui sonnent Mission Impossible. Et pendant le visionnage du film, sa musique n'est pas envahissante, contrairement à ce qu'on avait pu dire dans le Mmh. précédent. Mais par contre, elle fait ultra bien le job. Et le petit bonus, c'est que de se l'écouter toute seule, bah ça le fait. Oui. Ça le fait vraiment. On pourrait avoir peur de se taper pendant 50 minutes des tadam, tadam. Pas du tout. Ça varie, les morceaux originaux sont là, il y a différentes tonalités. C'est de l'excellent travail, la BO de Mission Impossible 3, hein, la grosse satisfaction. Et Pour, c'est... pour aller, pour aller en ton sens, il y a, ce qui est absolument dingue, c'est que il y a des thèmes, quand j'ai réécouté l'OST, je me dis, ah bon, c'était dans le film ça? Et tu reprends le film, tu fais, ah ouais, c'est dedans. Mm. Juste, tu l'as dit, ça prend pas le pas du film, Mmh. ça l'accompagne bien. Et quand tu écoutes la musique pour ce qu'elle est en séparé, tu entends tout le travail de l'artiste. Alors, moi, j'adore Giacchino. Ah, pareil. Ouais, il est J'adore ce bien. qu'il fait en général. Et je trouve que depuis d'ailleurs qu'il est arrivé dans l'univers Marvel, il a remis la main à la pâte dans le sens où on a à nouveau des thèmes qu'on entend, qu'on reconnaît, ce qu'il a fait sur Doctor Strange, par exemple, sur la série des Spider-Man. Tu dis, ah mais ouais, mais là, il y a un thème, quand je l'entends, je sais de quel film on parle. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est pas toujours évident, en plus, d'arriver, de Ah créer non. un thème dont tu te souviens Mmh. et qui soit pas non plus envahissant. Et franchement, il est très doué pour ça, je trouve. On le Lui, dit il souvent dans bosse, lui. Scoring, ça, hein. Lui, il Lui, il bosse, bosse. ouais. Ouais, ouais, on l'a diffusé un paquet de fois. Mais il bosse, lui. Parce que t'as une certaine facilité quand t'es sur une franchise. Tu peux le prendre un petit peu à la cool. Tu remixes un peu les trois thèmes, histoire de dire j'ai travaillé. Et puis basta, tu rends ta copie. T'es content, tu touches ton chèque. Non, il a bossé. Il a bossé, il apporte quelque chose. Et puis, c'est pas toutes les OST qu'on écoute comme ça, toute seule, en la dégommant en entier, et, en appréciant, quoi. Donc, Entièrement d'accord. moi, je trouve ça très recommandable. Et notamment, je recommande cette BO quand on fait un truc de boulot un peu chiant, genre du tableau Excel, qu'on classe des données, des trucs comme ça, c'est pas très intéressant, si ça occupe à peu près 12% de ton cerveau. Ouais. Tu te mets ça en fond, ça va mieux passer. Ah, je suis d'accord, très 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 bonne BO où effectivement il y a du taf et Giacchino, ouais, c'est un bon. Et non seulement, on a l'habitude maintenant avec tout ce qu'il a fait, genre même sur les Jurassic Park, hein, ça fait partie des gens sur Jurassic World qui ont fait le job, contrairement à certains. Mm. Voilà, je trouve qu'il s'est vraiment très très bien approprié le travail de John Williams, par exemple. Et là, c'est clair que, en fait, il a vraiment explosé, peut-être un peu dans ces périodes-là, parce qu'il faisait du jeu vidéo hein, à l'époque, on l'évoquait souvent dans Scoring. Et c'est vrai Bah, que le mec, entre tu les parlais Pixar et de tout. Jurassic Park, il a Hmm. bossé sur les Jurassic Park en jeu vidéo, par exemple. Ah, d'accord, ok, je sais qu'il avait fait du Medal of Honor, il avait beaucoup bossé chez Electronic Arts par exemple, mais je savais pas qu'il avait fait du Jurassic Park, tu vois, faudrait que je Et rejette aussi, une oui. oreille dessus. Ok, très très cool. Très très cool. On a fini pour la musique. Maintenant, on va aller vers la réception du film, donc au moment de la sortie. Alors, TMDJC, quel a été l'accueil critique et public de ce Mission Impossible 3? Écoute,
une fois de plus, c'est plutôt une bonne réception. Alors, en termes de démarrage, si le film fait mieux que le premier volet, il fera quand même moins bien que le deuxième, hein, parce qu'on rappelle que le deuxième, ça a été un raz-de-marée Ouais. international. Pour autant, les chiffres sont loin, loin d'être mauvais, hein. Le film va bien fonctionner, mais il va pas rencontrer en termes de retour. Enfin, il y a pas un enthousiasme dans les médias comme il y a pu Non. avoir sur l'épisode précédent. C'est surtout le public en fait qui va suivre finalement, puisque les chiffres partout dans le monde font bien. Là, par exemple, en France, on est à 996 000 entrées. Enfin, donc Ah oui. ouais, oui, Ah, on est moyen. Mm. non, non, en une semaine, pardon, je l'ai pas précisé, mais Ah, en une dès la semaine. première semaine. Donc Ah, d'accord. c'est vraiment Ouais. même chez nous, le film a bien marché, quoi. Donc D'accord. en fait, on a vraiment le sentiment que ce film est vraiment passé sous le radar des grands médias, contrairement au deuxième où ils n'arrêtaient pas d'en parler, ce qu'on reverra plus tard dans d'autres épisodes de la franchise. Mais pour autant, le film en fait a rencontré son public. Alors après, il y a beaucoup de déçus. On a vu beaucoup de critiques, notamment dans la presse spécialisée française, où on a eu du web-off. Alors, est-ce que c'était du web-off parce que à cause de la réal ou etc. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des critiques qui étaient un peu dures par rapport au film, et j'aurai l'occasion d'en reparler aussi par rapport à ça. Mais je le répète, ça n'a pas empêché le public d'être présent. Et ce qui peut expliquer quand même, parce que je voulais en parler un petit peu après, mais ça rebondit aussi sur le chat là-dessus, c'est vrai que c'est un peu quand même le mal aimé du box. C'est celui qui a fait le moins de chiffres hein, sur tous les films Oui. Mission Impossible. Et je me posais la question, mais je pense que ça a dû quand même jouer pas mal. Et tu parlais justement du fait que c'était moins couvert par les grands médias, etc. Mais est-ce que Tom Cruise n'avait pas été puni justement de ses frasques autour de la scientologie? Il était moins Alors, invité, les gens appelaient c'est au boycott aussi. Donc, c'est compliqué parce qu'en fait, le moment le pire de Tom Cruise, en fait, finalement, est arrivé enfin, sensiblement assez proche du film. En fait, c'est là où on l'a entendu dire les trucs les plus bizarres, c'était quand même un petit peu après la promo d'Emi 3. C'est compliqué de répondre, mais si nous, on le savait pas trop, quand même déjà aux États-Unis, ça faisait un bout de temps que Tom Cruise, il sentait le souffre pour beaucoup de gens. Donc, et je pense que cet homme a vraiment eu l'intelligence pour sa carrière de s'autoproduire, parce que je pense il s'est quand même sauvé pas mal la mise, et probablement que sa carrière aurait été différente si dans un monde parallèle, en fait, Tom Cruise n'avait pas produit les films de Tom Cruise. Je pense c'est un que mec ça aurait été intelligent. beaucoup, beaucoup plus compliqué Ouais, pour lui. ouais. Oui, oui, tout à fait. Ça, on aime ou on n'aime pas, mais ça ne retire pas l'intelligence du gars, hein, ça, c'est certain. Et au-delà de ça, on avait été forcément critique sur Amy 2 qui s'éloignait pas mal de la série originale. Mais est-ce que sur Amy 3, on remet un petit peu les pendules à l'heure? Est-ce Ah, qu'on a enfin un alors, retour aux sources, comme on dit? de toute évidence, clairement, oui, sous plein d'aspects. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de références à la série. Alors, notamment, il y a un truc que je trouve génial qui n'existe pas en l'état dans la série, d'ailleurs, qui n'existait dans aucun film Mission Impossible, et qui pourtant, je trouve, épouse parfaitement la série. C'est la gestion des masques. Il y a une gestion des masques dans ce film qui est extraordinaire. Il y a notamment la J'adore aussi. scène où on transforme Tom Cruise finalement en ce méchant. Et les effets, si tu t'arrêtes Ouais, image c'est par ouf. image, tu vas finir par les voir. Mais franchement, dans le La truc, séquence, elle est mais ouf. c'est génial. La Mm. séquence est géniale. Jusqu'au moment où on appuie sur les yeux et que tu vois que ce masque devient une vraie personne, Mm. c'est extraordinaire. C'est vraiment très très bien réalisé. Et du coup, tu dis ah, mais c'était comme ça dans la série quand il se maquillait. Enfin, et tu as une référence qui n'existe pas finalement parce que tu ne l'as jamais vue dans la série, mais c'est logique, tout découle logiquement. Puis alors évidemment, tu as les références musicales, tu as le fait que ils construisent l'équipe, il y a le fait que tu vois que les missions réussissent, tu les vois faire les missions, Mm. c'est quand même beaucoup plus proche de la série que le film précédent. Et en plus, on l'avait déjà précisé dans les émissions d'avant, mais clairement, Mission Impossible 3 est quand même le film qui, même si c'est le moins bien apprécié, qui va quand même donner le tempo au film suivant. On a maintenant une synthèse, une sorte de Amy 1.0. Voilà, on fait une deuxième fois un premier film parce qu'il y a une vraie synthèse du premier et du deuxième film. Oui, le film est extra
extravagant, mais pas autant que le deuxième. Oui, il y a des côtés posés, mais moins que le premier. Il y a vraiment, en fait, c'est l'enfant intelligent, je trouve, de Mission Impossible 1 et 2. Euh, Très Moi, bien, je dis plus donc. sois TMDJC à 100%. Je trouve que c'est le film qui a le meilleur équilibre par rapport à la série d'original. On a tout de même on a une scène d'infiltration en bonne et due forme qui va de bout en bout. C'est un épisode ça, c'est de la série télé. Hein. Exactement. On est retourné aux sources. Comme toi, j'adore le côté que les gadgets en fait, sont hyper perfectionnés, mais en même Ah temps, tu là vois, là. le masque, il y a du temps quand même pour le faire, alors que dans le 2, ils avaient l'air de faire ça très rapidement. Non, là, c'est un petit peu plus Ah, compliqué. puis on voit les explications pour la voix aussi qu'on n'avait jamais Ouais, eu avant. ça fonctionne bien. Enfin, Puis et dans la tonalité, le mix entre on passe au cinéma où il faut qu'il y ait beaucoup d'action, mais le truc de base, c'est quand même de constituer une équipe, faire un plan et mener une mission. Je trouve que cet équilibre est très bien réussi. Mais là, c'est lié à la qualité d'écriture du film. Hein. Je trouve qu'il est très bien Mm. écrit et très bien Entièrement d'accord. équilibré pour ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même cette petite frustration là de quand il va chercher la patte de lapin, on ne voit pas la mission. Je sais toujours pas quoi en penser de ça. Je sais Ouais, pas si alors c'est bien ou mais pas. je me suis dit la même chose que toi et à chaque fois que je vois cette scène-là, je me pose exactement la question que tu viens de poser. Je n'arrive pas à savoir si je suis OK ou pas avec cette Ouais, scène. Parce qu'elle fonctionne très bien comme ça. Tu les vois dans la bagnole, tout, mais tu dis, mais est-ce que je vais au cinéma, est-ce que j'aurais pas eu envie qu'on me le montre? c'est Tu ça. peux le J'ai un peu raté comprendre un d'une truc quand série. même là. C'est ça, tu peux le comprendre dans une série où les mecs n'ont pas de budget, mais tu dis, pourquoi là on me la montre pas? Mais malgré tout, je trouve que la scène, elle fonctionne. Ouais, parce que Et c'est donc, je n'ai culotté pas en de même réponse. temps. Donc Je n'ai pas de réponse. il Mais y a oui, un tout petit à fait. truc, je sais pas, c'est entre les deux, je sais pas. Bon. Bah, je suis comme toi. Je suis exactement comme toi. est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose sur l'impact du film sur la saga Ron? Non, pas vraiment, parce Ça que a le été pas mal dit là. TMDJC l'a très bien dit. Et on l'avait un peu évoqué déjà dans l'émission précédente. Le 2, c'était un pivot parce qu'on allait à fond dans l'action. Le 3, on Mm. rééquilibre les choses. C'est la base de discussion pour les épisodes qui vont venir. Ils vont plutôt partir de là. Alors, avant qu'on aille vers notre avis sur final sur Mission Impossible le 3, je vais revenir un petit peu sur l'impact qu'a eu le film sur la carrière de Tom Cruise. On l'a évoqué tout à l'heure au moment où TMDJC expliquait la réception un petit peu critique et publique. C'est pas un film qui a surcartonné, contrairement aux deux, qui avait vraiment fait péter les scores. Et c'est encore aujourd'hui le score le plus faible de toute la saga. Donc on peut pas dire que c'est forcément le film qui l'a imposé encore plus au niveau voilà, du box-office mondial, même s'il n'avait pas forcément besoin de ça, hein, Tom Cruise, pour faire des films, ça, loin s'en faut. Mais clairement, enfin, tout à l'heure tu disais que l'impact de la guerre des mondes n'avait pas encore eu lieu. Enfin, le film était à peu près sorti au même moment, donc il y avait quand Ouais, même ouais. déjà les frasques et tout. Donc je pense qu'il a vraiment souffert de l'entourage, de tout ce qui s'est passé C'est autour possible. de l'événement C'est de la possible. guerre des mondes. Et clairement, moi, je me rappelle pas qu'il y ait eu vraiment beaucoup de communication. J'étais allé voir le film au cinéma, Ouais, mais je me non rappelle plus. pas qu'on avait une com de dingue autour de MI3. Je me rappelle que ça appelait quand même pas mal au boycott, que la scientologie était très mise en avant, et que c'était un peu le moment où tu voyais surgir des reportages, des choses qui évoquaient vraiment la scientologie. Et c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui étaient, je pense, au niveau du grand public connues, au niveau de Tom Cruise. Donc peut-être que des gens commencent à se poser des questions, à prendre du recul. Voilà, mais je pense vraiment que le film a souffert de l'image de Tom Cruise parce que Sur- sur- même. Vas-y. Surtout qu'en France, la scientologie, c'est vraiment considéré comme une secte, alors Ouais, qu'aux États-Unis, complètement. c'est quand même Ouais. différent. Et je pense que là-dessus, il y a eu un gros problème sur vraiment le moment où le film est sorti. On va voir qu'après, ça va encore causer plus de soucis parce que au moment où le film va sortir, la Paramount, justement, avec tout le bordel qu'il y a eu autour de la guerre des mondes et de la scientologie et des remarques qu'il a fait autour de la psychiatrie, etc., ils vont pas renouveler son contrat, alors que ça faisait 14 ans qu'il était sous contrat avec la Ouais. Paramount. Et là, donc, ça va être un petit peu compliqué pour Tom Cruise et Paula Wagner qui vont tenter de reprendre United Artists et de faire, justement, tu parlais de leur production, et de vraiment chercher à produire leur propre film. De mémoire, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de ce truc-là, mis à part Valkyrie, qui n'a pas non plus fait un carton monumental, Non, mais qui c'est s'est pas. pas Non. planté voilà, comme d'autres trucs. Mais voilà, ça a été un petit passage à vide au moment de la sortie de Mission Impossible 3 et on verra par la suite, comme d'habitude, qu'il va réussir à rebondir, mais c'était pas la meilleure période. Il va vraiment pas faire beaucoup de trucs entre Mission Impossible 3 et Mission Impossible 4. Quand tu vois tous les films qu'il y a eu entre EMI 2 Ouais, et c'est EMI ça. 3 et que Mm. tu vois effectivement sa carrière entre EMI 3 et EMI 4,
On n'est pas sur le même niveau au niveau de la balance. Hein. Bon, en même temps, le pépère, il était peut-être un peu Oui. fatigué, il s'est pris des Alors vacances. peut-être qu'il en a Ah, profité après pour se reposer, et tant mieux pour lui, mais le fait est, effectivement, on ouais, je parlait pense de qu'il la a. carrière Mm. d'un acteur, il y a, là, on est dans quelque chose, effectivement, qui est plus compliqué, on va dire. Et j'en profite pour dire bonjour à Zéphirin qui a rejoint le chat. Salut camarade, bienvenue dans ce nouveau Mission Impossible. Donc voilà, la carrière c'est compliqué maintenant, mais on va quand même parler de notre avis sur le film, quoi. Hein? On va commencer à discuter sérieusement, les amis. Alors Mission Impossible 3, donc j'avais mis un petit peu les scènes majeures, etc. Mais on va l'évoquer, je pense, au moment où on va commencer à causer de notre avis. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, comme ça va vous permettre de lancer la discussion. Est-ce qu'on n'est pas, et vous avez commencé à le dire, vers une mission un peu plus intime? Est-ce que Tom Cruise ne cherchait pas aussi à revenir à quelque chose d'un petit peu plus intimiste? On voit justement, c'est aussi un moment où il se mettait avec Cathy Holmes, tout ça, tu vois. Est-ce qu'il voulait mettre en avant une vie de famille alors que tout le monde l'imaginait un petit peu comme étant quelqu'un de solitaire et qui avait vécu plein de trucs chelous avec Nicole Kidman? Est-ce qu'il se cherchait pas, à travers ce Mission Impossible, comme d'habitude, à raconter un petit peu sa propre histoire et de vouloir aller vers quelque chose de plus posé, plus calme, plus sérieux, peut-être? Qui veut commencer sur ma question à 2 balles? Rhône, je vois que t'es dubitatif. Ouais, m'inspire moyen ta question. Je suis pas complètement, je suis pas complètement sûr que ce soit ça. En tout cas, c'est pas trop ce que j'ai envie de croire. Tu vois, j'ai pas la bonne version. Là, je pense surtout qu'on était à ce moment-là, sur le concept de Mission Impossible, de prendre des directions différentes à chaque film. Et que ce soit celle-ci qui a été prise, oui, c'est effectivement plus intimiste du fait que ça raconte quand même une histoire avec un noyau familial. Ça, c'est la petite nouveauté. Mais je me demande si c'est pas plus une réaction aux deux qui a poussé trop loin les curseurs de l'individualisme et de la frime, et qu'il fallait un petit peu redresser la barre. Alors du coup, la barre, elle a été bien redressée. Hein. Mais qui avait rapporté, y a pas de, mais y a qui avait pas de doute rapporté là-dessus. 600 millions de dollars. Oui, d'accord, mais en attendant, est-ce que cette formule on pouvait la refaire Oui. plusieurs fois, je sais pas. En tout cas, c'était pas forcément le postulat qu'on pouvait deviner sur les Mhm. missions impossibles à ce moment-là. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un vrai rapport euh, avec ce que tu évoques. Donc, ta question D'accord. est nulle, en fait. Voilà. Moi, je pense que ta réponse Alors, est à chier. Voilà. je ne sais pas si ta réponse est à chier et si ta question est nulle, mais moi, je suis un peu comme Ron, je ne pourrais pas répondre à ta question dans le sens où je ne sais pas réellement si c'est ça qu'il avait envie de montrer. Et si c'est ce qu'il avait envie de montrer, ça ne transparaît pas dans le film, dans le sens où il y a pas le côté tiens, regardez, j'ai envie de vous expliquer ça. Mais la scène. Pas la toute scène de début dans laquelle on va tous être d'accord, à mon avis, dans laquelle je reviendrai après, mais la scène vraiment où on le voit, où la scène heureuse, où il y a cette femme avec qui il est, il y a son frère un peu relou, mais qui est parfaitement géré et qui ne finit pas par danser nu sur la table, qui est joué Oui, par Anne ouais, Rodwell, qui est génial exactement. dedans, une fois de plus, même pour un petit rôle, je le trouve toujours génial, cet acteur. Mais je trouve que ce n'est pas facile de montrer au cinéma des gens qui sont heureux sans que ça fasse gnangnan. Je trouve que c'est compliqué en fait de montrer l'amour et que ce soit pas extérieur à toi, dans le sens où on ne dit pas ah, t'as vu, ils sont heureux. Toi, t'es pas heureux dans ta vie. Bah, eux, ils sont heureux. Tu vois, en fait, dans ce film, ça ne fait pas ça. Je trouve que leur bonheur, il est logique. Je trouve que la complicité qu'il y a entre les deux, bah, moi, je la trouve très bien jouée. La fête, elle Non, est mais quand même un peu à base de laisse-moi «Ah, j'ai trop envie laisse-moi de me aller, le faire aussi, moi». laisse-moi aller jusqu'au bout de mon délire. Et justement, il y Toujours a comme ce ça, les côté, fêtes. Hein. il y a ce côté justement, l'amour comme ça, il y en a pas tant que ça. Il y a plein de gens qui se mettent en couple, des fois qui se mettent en couple pour régler leurs propres difficultés personnelles les uns avec les autres. Là, on sent en fait deux personnes qui se sont rencontrées, qui étaient vraiment faites pour vivre ensemble et qui sont pas là en train de soigner leur névrose, mais parce qu'en fait, ils sont arrivés à un moment de leur vie où ils se disent tiens, est-ce qu'on ferait pas un truc ensemble parce qu'on est heureux. Pour avoir eu la chance dans ma vie de vivre un truc comme ça, je me suis dit tiens, ouais, ça passe parfaitement. Et je trouve que cette scène-là est très bien réalisée. Et effectivement, tout ce qui se passe autour de ces deux personnages-là, avec des personnages qui sont entre guillemets bien plus normaux, montre justement à quel point ils se sont trouvés. Et moi, j'aime bien cette scène.
Je vais continuer un tout petit peu sur ta question quand même, sur un truc, c'est que Ah, elle est pas si nulle ma question. Non, mais justement, pour te dire que je pense que Tiens. c'est pas ça. Parce moi, je pense que c'est ça. on est dans un film d'action, le schéma narratif, le chevalier qui va libérer sa belle. Bon bah, dire, on est sur le 3e épisode d'une franchise. Il faut trouver un point d'accroche pour qu'il y ait une motivation pour le héros. C'en est une qui est d'un classique total, quoi. Ouais, mais qui tombe un peu de nulle part quand même. Alors qui tombe de nulle part, mais un peu comme dans un James Bond où quand tu sais plus trop quoi raconter, tu lui inventes une femme qui vient de mourir, tu vois. Enfin, c'est. Non, il y a eu 3 films entre temps, quoi. Tu vois, là, on est quand même sur d'un seul coup, c'est le mec en kéké moto et on fait un nouveau film. Et il a une famille, il a une maison, il limite un chien, etc. Quoi. Ce qui me fait dire que c'est 3 missions impossibles, pratiquement traitées comme des loaders, où on oublie ce qui se passe avant et on oubliera ce qui se passe après. Je suis d'accord, mais on est quand même sur d'un seul coup une famille. Ce qui est plus compliqué quand tu fais soi-disant un loner, mais où d'un seul coup tu décides d'installer des trucs. D'autant plus que, alors pour le côté amour vrai, tout ça, moi j'ai quand même un petit peu de mal. C'est peut-être le point d'écriture qui me dérange le plus, c'est-à-dire que on a vraiment 2 êtres parfaits qui vivent une idylle parfaite. Les moments où ils se prennent dans les bras à base de il faut que je t'abandonne. Oh, fais-moi un câlin, je sens que quelque chose ne va pas, mais tu me fais confiance. Oh oui, je te fais confiance, il y a vraiment aucun problème. Tu vois, c'est tout des trucs où on appuie, je trouve, un petit peu trop. Alors ça rend effectivement le personnage un petit peu plus humain et tout, mais j'ai du mal à y croire parce que l'histoire, on nous la vend pas. On sait pas comment ils se sont rencontrés, on sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que là, ils sont fiancés, ils font une teuf ou 2 gens de Ils sont en 2 parties, le film. Bah non, mais à un moment donné, si tu veux que je croie effectivement en une histoire d'amour parfaite, il faut quand même que j'ai un minimum de texture. C'est-à-dire que là, on est passé de quelqu'un qui enchaînait, qui rencontrait plein de monde et qui faisait le tour de la Terre en moto. Et c'est vrai que sa liaison avec elle s'est placée sur une fête où il va finir par se barrer. Et où effectivement, voilà, quand on le présente, il fait des clins d'œil à tout le monde. Limite, il a le sourire ultra bright, il est sur les lèvres et on dit à base, voilà, moi j'en ferais bien mon 4 heures, tu vois. C'est pas, il est quand même en mode, c'est moi le meilleur, tu vois, sur les séquences là. Donc c'est pas moi mes scènes préférées, clairement, je trouve, clairement, il essaye de plaire à son dans entourage. l'histoire du 2, tu vois, l'histoire d'amour dans le 2, j'y croyais plus que celle-là, par exemple, tu vois. C'est peut-être très con. Mais... Alors que je trouve l'histoire du 2 bien mieux filmée. Mais par contre, en termes de couple, je trouve que le couple du 3 est bien plus solide que celui du 2. D'ailleurs, elle s'est fait jarter entre les deux. Ce qui prouve bien quand même qu'il y a un truc. Écoute, je ne sais pas. En tout cas, sur l'histoire, surtout sur le démarrage du film, c'est pas la séquence de petite teuf où on se fiancie. C'est pas le moment que je retiens le plus de ce Mission Impossible. Du coup, la coupure m'a un petit peu fait perdre le fil de ce qu'on racontait, de comment on se le racontait. Donc ça va être compliqué de retomber sur mes pattes, je dois bien l'avouer. En tout cas, parce que j'avais dit que j'en parlerais, je pense que vous avez plein de choses à dire sur cette scène aussi. C'est que cette scène-là, elle fait quand même suite à une scène d'intro, l'une des meilleures scènes d'intro du cinéma en général, je trouve. Elle est exceptionnelle, cette scène. T'es plongé au cœur de l'action directe. T'as un méchant qui est sans pitié, qui tient du coup, et tu le vois. Et Tom Cruise joue extrêmement juste. Dans cette scène-là, il y a cette femme qui est vraiment à 2 doigts de mourir. Alors, on lui dit qu'on lui a mis une bombe dans la tête, mais en fait, cette information est effacée tout de suite parce que là, il y a une autre urgence qui est qu'il y a un flingue qui est sur la tempe de sa femme. Tu sens qu'il est amoureux, tu sens qu'il essaye tout pour essayer de sauver cette femme. Il passe par la colère, il passe par les larmes, il dit viens, on va essayer de discuter, on est calme, etc. Et le mec, il en démord pas. Il est là, 9, 8, était là avec et cette scène, elle est géniale. Et de passer justement après cette scène, sur cette scène où tu les vois heureux, je trouve que ça fonctionne d'autant mieux que tu as eu en plus cette scène-là avant qui, moi, m'a retourné. Et en revoyant le film, j'avais oublié à quel point cette scène était belle. Alors, je parle de la première. Je vais aller dans ton sens, parce que pour moi, les deux sont liés. C'est pour ça que la scène de Petite Fiesta, en fait, elle me va. Parce que ça, c'est un truc que Mission Impossible 3 a réussi très bien, c'est que la note d'intention, elle est donnée dès le départ avec l'ensemble de ces 2 scènes. On a la première nous explique clairement que dans ce film-là, on va pas être comme dans le 2. On va nous expliquer que les balles ça fait mal, que les coups ça fait mal. Il a une sale gueule, Tom Cruise.
Le méchant, manifestement, il déconne pas, on y croit tout de suite. C'est violent, c'est glauque, c'est une tonalité qui a rien à voir. La note d'intention, elle est donnée, ça va être différent, quoi. On nous redit encore une fois, ça va être différent. Et hop, on passe sur un petit truc là, familial derrière. Si je regardais que la scène toute seule, je la trouverais peut-être pas extraordinaire. Mais je trouve que c'est un bon trait d'union avec ce qui va être raconté ensuite. Alors, je suis pas loin de rejoindre, parce qu'il y a Xavier qui met une remarque dans le chat assez intéressante et pertinente, et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu de loin, alors, vous allez pas être d'accord, hein, clairement, et trouve que l'intro fait un suspense totalement artificiel, typiquement, voilà, le genre d'écriture de série où on te met quelque chose au début pour essayer de t'accrocher en espérant Oui. que tu restes jusqu'au bout. Oui. Et c'est pas faux, parce que voilà, c'est quelque chose qui fait que, un petit peu factice, qui fait que tu balances une espèce de bombe au tout début, comme quand t'as aussi un cliffhanger à la fin d'un épisode. Voilà, donc je suis pas forcément. Alors, Voilà. je sais pas si j'irais utiliser le terme factice, mais clairement, c'est un ressort scénaristique. Clairement, Oui. moi, je peux aller que dans ce sens-là. Oui, évidemment, et ça fonctionne sur moi. C'est-à-dire que moi, je vois cette scène, j'ai envie de voir le film. Donc, C'est un peu comme ça a les marché. films Hein. qui s'ouvrent en disant ils te montrent un extrait de machin et je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. C'est un peu comme Ouais, alors Sonic. Eh ben, exact. ça a Non, été surexploité, c'est encore autre chose, mais n'empêche que ça rentre dans la même catégorie. Mais moi, je pense que c'est c'est vrai. réussi. Alors, en tout cas pour moi aussi, parce qu'il s'avère que c'est un procédé que je n'aime pas. Parce Ah, très d'une façon étonnant ça. générale, je n'aime pas ce coup de nous mettre un petit bout qui arrivera plus tard et puis comment est-ce qu'on va y arriver. C'est pas un procédé que j'aime bien. Je trouve que c'est un peu facile. Mais il s'avère que j'apprécie comment c'est fait là parce que c'est pas seulement ce procédé-là, c'est le côté rupture avec ce qu'on a eu dans le film précédent. Ça a une Hmm, double fonction pour moi. d'accord. Et du coup, ben ouais, ça me va. Et ça a un autre intérêt d'écriture, c'est que en attaquant avec cette scène, on nous présente un méchant hyper menaçant. Et ça va nous aider quand on va le croiser à nouveau parce qu'on sait de quoi il est capable. C'est pas juste un on-dit ou un dialogue, on l'a vu. C'est pas une Je figure de style. pense que ça, c'est efficace. Moi j'ai préféré Tom Cruise qui grimpait une montagne. Voilà. C'est pas pareil, on n'est pas C'est pas obligé de pareil. comparer. C'est pas pareil. Voilà. C'est vraiment pas la même chose. Mais je vais être un petit peu plus sympa après parce que j'essaie un petit peu de Moi, je vais être moins piquer quand sympa. même parce que je vous trouve étonnamment ouais gentil là sur les petits trucs comme ça. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Je vois qu'il y a des gens sur le chat qui sont comme vous qui ont été vraiment pris par justement cette entrée en matière percutante où Tom Cruise est plutôt malmené, ce qui est rare effectivement dans l'émission Impossible, même dans ses films en général. Et c'est vrai Puis même que cette scène où, à un moment sur la fin, où il est là, il fait non, non, parce qu'il sait que l'autre va appuyer sur la détente et que tu vois cette larme couler. La scène, elle est magnifique. Elle est et vraiment pourtant tu magnifique. sais, enfin on sait tous que c'est pas elle. Genre, voilà, non. Ah, moi, la première fois que j'ai vu le Ah ouais, film, j'étais dedans. Hein. d'accord. Perso, moi, je me suis fait avoir. Ah Hein. ouais. Non, je sais que moi à l'époque je Ouais, me moi, dis ouais j'étais non pas c'est sûr non plus, hein, parce que ah ouais. toujours pareil, autant c'est un schéma narratif classique, mais c'est un schéma narratif classique d'avoir aussi de la vengeance sur la mort de l'être aimé. Ça peut marcher aussi très bien. Hein. Ah ouais, non, bah écoutez, moi là-dessus, j'avais du mal à imaginer qu'on tue sa femme, tu vois, la femme de Tom Cruise dans un film. J'ai du mal à imaginer dans un film dans un Bah, blockbuster comme en celui-là fait, je vais que. te dire, moi, je pensais que si, la première fois que je l'ai vu au cinéma, parce que en général, pour le héros ou l'héroïne, son conjoint ou conjointe, c'est un boulet d'un point de vue histoire. Donc c'est bien d'en amener un, mais il faut l'écarter. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. T'écartes le conjoint-conjointe, ça te retire des éléments pour faire avancer l'histoire dans différentes directions et ça t'enferme ton personnage. Donc c'est jamais très bon d'être en couple hein, quand on est un héros. Alors, je vais être sympa à partir de là. C'est-à-dire, à partir du moment où la mission commence, il faut pas grand-chose pour le pousser à y retourner. Mais il y retourne, et donc vous parliez tout à l'heure du côté mise en scène et tout, et moi vraiment ce que j'ai retenu à partir du moment où le film s'emballe et décolle, bah, c'est que ouais, je n'ai plus décroché. C'est-à-dire que du moment où ils partent en mission, alors de nuit, hein, beaucoup de nuit comme on l'a dit tout à l'heure, avec une petite préparation de mission comme ça, assez rapide quand même,
Bah, ça fonctionne bien parce que ça va à fond les ballons. Et vraiment, du moment où ils partent, où ça commence à mitrailler un petit peu dans tous les sens, où on enchaîne, donc on a l'attaque pour aller libérer, je sais plus comment elle s'appelle, non, Julian, je sais plus. Je sais plus comment elle Julia. s'appelle. Non, son élève. Je sais plus Ah, comment elle s'appelle. hmm, C'est pas grave. Donc à partir du moment Ouais, c'est pas grave. où ils vont essayer de la sauver, bah là on enchaîne voilà les séquences de gunfight. J'aime bien le moment où ils sont tous les deux en train de tirer dans tous les sens, où tu as une sorte de travail d'équipe qui est un petit peu mis en place, où ils sont à deux à tirer dans tous les sens, où tu sens qu'il y a du métier, qu'ils savent se déplacer. L'agent Ferris, voilà, merci beaucoup. Donc voilà, il y a quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est assez bourrin dans le genre. Il y a une bonne scène de gunfight et ensuite on enchaîne avec l'hélicoptère. On a les fameux moments avec les espèces de pales de je sais plus comment ça s'appelle. Décidément, j'ai perdu mes mots. Les éoliennes. D'éoliennes, voilà, tout à fait, avec un hélicoptère qui se fait fracasser. Au niveau SFX, ça marche encore bien, je trouve. Ces passages-là sont plutôt efficaces, même si effectivement, ça va en termes de découpage, c'est plus nerveux que ce qu'on avait eu avant. Mais par contre, ça va à 100 à l'heure. C'est-à-dire que au niveau montage, bah, c'est pas mal et ça permet vraiment de continuer à apprécier le film. Et à partir de là, il n'y a pas vraiment de moment où c'est du temps mort. Dire même dans les moments de calme, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, vu que les acteurs sont plutôt bons et que l'écriture est assez satisfaisante dans pas mal de séquences de dialogue, il y a aussi des moments d'affrontement entre les personnages vraiment uniquement avec des dialogues entre bah, Laurence Fishburne et Tom Cruise et aussi le supérieur de Tom Cruise, etc. Il y a vraiment des trucs très très cool. Et vraiment jusqu'à la fin, il y a juste vraiment des moments, moi où je... Pareil, on parle d'écriture, mais il y a quand même des moments où on sent que les plans doivent se faire très très vite. Et pourtant, des plans qui sont très très complexes. Je trouve que ça se met en place très facilement, notamment au moment de la Chine où ils doivent aller récupérer la fameuse patte de lapin. À un moment, ils sont en haut du truc, ils ont genre 5 minutes pour faire un saut, rentrer dedans, bastonner, récupérer tout. Je trouve qu'il y a une gestion du temps qui est un petit peu bizarre, ce qui fait que vraiment tout s'enchaîne très vite, au point que sur des missions même comme le Vatican, bah, c'est un peu préparé, c'est très, ça semble très facile. Voilà, de la façon dont ça se passe, ça semble très très facile. Mais par contre, tu te laisses prendre par le rythme. C'est vraiment, je trouve que le film est très efficace et que j'arrive à oublier pas mal de trucs qui devraient ne pas trop fonctionner grâce au rythme du film et au fait que bah, dans le côté action, suspense, il y a des choses qui sont plutôt efficaces. Mais à la rigueur, en réfléchissant vraiment, en parlant avec vous, il y a plein de petites pétouilles quand même qui font que bah, c'est pas si bien construit. Tu sens un peu la construction de film dans l'urgence, mais il y a quand même une certaine efficacité, je trouve, Bah, dans Mission par Impossible rapport le à ce que 3. tu dis, au niveau du rythme de certaines scènes, je suis assez d'accord avec toi. La scène du Vatican, qui est une scène que j'aime pourtant beaucoup, Elle est bien. pour moi, c'est vraiment un clin d'œil à la série. Hmm. Oui, ça se passe comme dans la série, en fait. C'est comme quelqu'un qui joue sa partition de musique. Il y a, voilà, tout se passe bien. Ils arrivent à faire le truc comme ils veulent et c'est justement ça qui va amener le retournement de situation de la scène d'après, du pont. J'adore la Moi, scène je du vais pont, bien ouais. aimer effectivement, certains petits détails, tu vois? On parlait de Lindsay Faris tout à l'heure, justement, qui, là, on peut le dire maintenant, ne sortira pas de la scène dans laquelle on la voit. La première fois qu'on voit d'ailleurs, la seule fois qu'on voit dans le film l'explosion qui se passe dans sa tête et que, graphiquement, ils aient fait un œil qui parte complètement en couille, c'est très, très graphique, je trouve. Hmm. C'est ces petits détails qui font que c'est des trucs que tu as pas l'habitude de voir, dans d'autres films et il a placé quand même des petits trucs comme ça à gauche, à droite qui fait que le film on dit il a pas de goût. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a vraiment un goût ce film. On peut ne pas aimer, on peut trouver qu'il a des trucs qui vont pas, mais je trouve qu'il a quelque chose. Oui, mais quoi? Ouais, moi, là, je te rejoins pas tout à fait parce que je trouve, moi, que c'est un film qui est Ouais, on a un déséquilibré. point de divergence. Ouais. Ouais. En fait, je me souviens quand j'étais allé le voir au cinéma, j'étais ressorti, j'étais un peu en bof, ok. Bof, ok. Hmm. Mais pour préparer l'émission, quand je l'ai revu, peut-être parce que j'étais focalisé sur ce qui me plaisait le moins, j'ai trouvé ça pas bon, quoi. Ça, carrément. Et puis je l'ai revu une deuxième fois et j'ai dit ouais, en fait, si, bof, ok. Moi, j'ai l'impression que c'est un film qui dépend de l'état d'esprit dans lequel t'es quand tu le regardes. Parce que je trouve autant de choses intéressantes que de Alors choses là, on se pas rejoint. bonnes. Là, Voilà. là, on se rejoint. On se rejoint parce que je pense effectivement que suivant, mais et moi j'ai le même problème avec le deuxième film. Je pense que suivant avec qui je le regarde et comment je le regarde, je n'aurai pas la même sensation. Ouais, je Ouais. sais que toi t'es pas d'accord, Creepers, Non, non, mais bah moi le deuxième, je je peux vois pas en vraiment, je quoi répète, je l'ai.
Le 2, Si, je peux bah, comprendre qu'en termes d'humeur, on accepte le côté nanardeux, machin bis, mais le 2 a une vraie générosité et je trouve une vraie identité. Il y a des séquences que je retiens, je veux dire, à part la scène qu'on a tous vu parce que ça a été montré dans la bande-annonce 20 milliards de fois, à part la scène du missile où il se prend le missile et il rebondit sur la voiture, t'as quelques plans comme ça que tu vas garder en tête, mais moi j'avais vraiment rien d'autre. À part, quand j'ai ouais. revu la pale d'hélicoptère, voilà, j'ai revu quelques trucs, mais sinon, en termes C'est pour ça d'identité, que, la scène d'attaque au début, c'est des séquences d'action qu'on a déjà vues vraiment beaucoup, voilà, beaucoup de fois, quoi. C'est... d'où mon estimation en bof. Et là, si je dis que ça dépend de ton état d'esprit, c'est que bon, un film d'action Ah, avec t'es plus quelques gentil. scènes Voilà. relativement bien troussées, et puis surtout ce que tu disais, pour moi c'est le point positif, c'est vraiment le rythme. Mhm. Si t'es dans un bon état d'esprit, tu regardes un film d'action rythmé, c'est pas, tu trouveras ça pas très grave. S'il y a des trucs mal foutus, etc., tu passeras un moment correct. Voilà, t'auras passé une bonne soirée, ça va. Si t'es un petit peu plus pointilleux, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que là, tu vas être gêné par la réal qui est quand même, je le maintiens, à la ramasse assez régulièrement, par une image qui est un peu moche assez souvent aussi. Et Ouais, les bonnes scènes, on l'a déjà dit, moi aussi, il y a des scènes que j'aime vraiment bien. Le Vatican, moi j'aime cette scène, je trouve que c'est cool, mais elles sont pour moi compensées par des scènes qui ne sont pas bonnes. Et il y a une espèce d'équilibre qui se fait, et il y a des trucs qui peuvent agacer. Moi, il y a deux points qui m'ennuient, c'est que on en est au troisième film, pour la troisième fois, on est sur un ennemi de l'intérieur. Les mecs, bossez un peu, quoi. C'est pas possible, en fait. T'es au troisième film, c'est le même ressort encore. Non, non, là, non. Et Ou alors ils sont juste là à rappeler, il dit les gars, en fait, faut arrêter qu'on se batte sur les autres pays. En fait, c'est chez nous la merde. mais Peut-être c'est il y a c'est un peut-être message ça la caché. raison. Mais t'as l'impression que tu regardes 24, quoi, où c'était toujours la même chose, il y a toujours un trait dans le truc. Je fais, ok, d'accord, mais là, ça fait 3 fois sur 3, ça commence à faire beaucoup. Et Et ce qui puis, m'ennuie, et c'est là, que je trouve que le climax de Mission ouais, Impossible 3 est faible. ouais, complètement. Voilà. Alors, Et sur un film Très très d'action, faible. c'est embêtant. Quand tu finis c'est sur un climax qui est faible, c'est quand même embêtant, quoi. je suis aussi d'accord avec ça et je suis aussi d'accord avec le fait que tu vois assez vite venir dans le film, que, finalement, le vrai méchant, bon, à peu près à la moitié du film, tu te dis: «C'est quand même chelou ce qui se passe», Ouais. bon, bon, là, je ne peux aller que dans votre sens. Mais et je reviens sur mon mais puisqu'on était sur donner notre avis. Malgré toutes ces faiblesses, moi, ce film, il me parle. Il me parle parce que, il me présente, enfin, la manière dont le film me présente des choses que j'ai pourtant vues ailleurs, ça passe. Le jeu d'acteur, tout du long, en fait, m'emmène, ce qui fait qu'au-delà des faiblesses du film, je suis porté par une équipe généreuse, vraiment au sens littéral du terme. C'est-à-dire que pas seulement eux, enfin, chacun des acteurs et actrices pris séparément, mais dans leur jeu commun, dans l'interaction qu'il va y avoir entre les personnages, il y a quelque chose qui passe et qui crédibilise une histoire qui ne l'est pas du tout. Et j'aime ça jusqu'à la fin où je suis content que ce soit pas Ethan Hunt qui termine le méchant et que ce soit sa dulcinée qui se soit pris en main. Alors, c'est très peu crédible qu'elle ait compris comment viser directement et qu'elle ait pris l'arme et que juste en quelques explications, elle ait compris comment ça marche. Mais c'est pas grave. Moi, je suis emporté dans le truc et j'ai aimé qu'elle se sauve elle-même et qu'elle sauve son mec qui est entre la vie et la mort. Sur sur la fin, moi, il y a effectivement des trucs qui m'ont gêné. Le moment où le supérieur de Tom Cruise se met assis devant lui, j'ai pas compris en fait. Je dirais, est-ce qu'il est suffisamment, pas suffisamment intelligent, ou le mec bosse quand même dans des services secrets, etc., où il doit savoir quand même des trucs. Donc ne pas savoir que, voilà, entre guillemets, il savait pas, c'est quand même étonnant. Je trouve que il pensait que Tom Cruise était au courant de quelque chose. Il y a quand même d'autres manières de tenter de savoir s'il était pris enfin, s'il avait été chopé ou pas, que de se Non mais retrouver devant lui et de dire clairement, voilà, salut, c'est moi, je suis non le mais méchant de l'histoire. Creepers, et là ce que tu es C'est... en train de dire, on peut le dire pour tous les Missions Impossibles. C'est-à-dire que si on Ah commence non, c'est quand même, mais il y attends, en mais a certains où c'est mieux fait que ça, quoi. dès le premier épisode, et on l'a dit, on l'a dit lors de la première émission, mais enfin là, franchement, si jamais ils étaient tous vraiment du Ah mais là FMI c'est en grossier. mode
Ah non, mais même dans le deuxième, il y a des trucs qui vont pas là-dessus. Enfin, pour moi, tout du long, hein, je trouve que dans l'émission Impossible, quand tu commences à décortiquer les trucs, alors là, après Ron, c'est mieux que nous, parce que moi, j'ai pas encore revu les derniers là pour préparer l'émission, mais moi, de ce que je me souviens des anciens, il y a toujours un moment où je me fais, ouais. Ah là, c'est du mouais, mais effectivement, si tu c'est cumulé avec un peu tout le reste, et je pense, et là, je vais peut-être me faire des ennemis. Je pense aussi que le méchant qui est joué par Seymour Hoffman, on s'en rappelle parce qu'il joue bien. Mais entre guillemets, il a pas grand-chose à défendre quand même en termes d'écriture. Parce que vous Bah, parlez et, d'écriture, il et a. ben c'est d'où le climax pourri. Il Voilà, est c'est quand même un expédié gros problème. minablement quand C'est même. un gros problème. D'où le C'est une mort à côté. la Boba Fett, hein. Et puis en plus, tu le C'est vois. nul, quoi. Finalement. Non mais c'est vrai, finalement, on le voit pas beaucoup. Je suis tellement d'accord. Ah, C'est. On j'adore. le. C'est une mort à la Boba Fett. Pareil, j'en veux un t-shirt. Mais c'est pour ça que c'est quand même toujours étonnant, parce que je pense qu'on se rappelle de lui, parce que c'est peut-être le seul qui est moins tiède. Parce que même si tout le monde joue bien, c'est peut-être le personnage qui a le plus d'impact, parce qu'il est vraiment, voilà, il est méchant, il fait des trucs très méchants. Mais sorti de là, on est vraiment sur un méchant ultra classique, qui est un trafiquant d'armes. On sait pas forcément d'où il vient, on s'en fout un peu, et effectivement, il crève comme une merde. Il aurait mérité une meilleure mort, je suis d'accord avec vous. Et Ça, puis alors tout là, ça pour que le vrai méchant soit encore moins intéressant que lui au final, et qui meurt aussi, voilà, d'une manière assez expéditive. Donc c'est un peu dommage au final, et si tu fais le compte à la fin, une fois que tu repenses au truc, et aussi je pense que tout ce que tu as mis ce que tu as dit tout à l'heure, TMDJC, alors, du coup je me demande ce que tu vas dire pour le 4, qui maîtrise largement plus tous les aspects équipe, etc. Je veux dire, le fait de me eh ben, rappeler je vous vraiment du propose 4 qu'on se là-dessus. retrouve dans 15 jours et qu'on Et en voilà. parle. Mais c'est vrai que sur tout ça, on est sur quelque chose d'assez tiède au final, avec quelques trucs qui surnagent, et avec un film qui gagne, ouais, effectivement beaucoup par le rythme et par le casting qui est plutôt sympa, la musique qui est plutôt cool. Mais c'est vrai que dès que tu commences à gratter un peu le vernis et que tu dis bon bah ok, on a un méchant qui joue bien, c'est Mais c'est pas pour si ça que bien. je plus sois ce que disait Ron tout à l'heure. Moi, ce genre de film dépend effectivement de l'état d'esprit dans lequel je vais le regarder. Et c'est pour ça que je le comparais sur cet aspect-là au deuxième épisode. Il y a des moments où il y a des choses qui vont bien passer et d'autres moins bien. Moi, la première fois que j'ai vu ce film au cinéma, bah, ça fait un peu comme Ron. C'était un web-off. Comme j'avais adoré le deuxième épisode quand je l'ai vu au cinéma, forcément, j'étais un peu déçu avec ce troisième épisode. Mais là, en fait, en les ayant revus aujourd'hui dans l'état d'esprit dans lequel je suis, bah, tu vois, le deuxième est moins bien passé, alors que le troisième, j'ai fait ah, mais c'est pas mal en fait. Moi, en Ok. fait, pour être honnête, si c'était pas un blockbuster, moi je regarde ça comme je regarde un bis d'action, quoi. Tout à Ah, fait. je prends plus de plaisir devant un bis d'action qui va être plus bis pour le coup. Alors c'est ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Ouais, C'est parce qu'il y a que un côté bon élève je propre quand même. là, si on est aussi pointilleux, c'est aussi parce que c'est un gros film, on en attend un peu autre chose. Mais Oui, puis on connaît ce qui se passe après aussi. finalement, il nous délivre pas plus qu'un Non, c'est bis, quoi. une copie propre, mais pas bien filmée, ce qui est compliqué quand même. Donc, Disons que je m'amuse plus Mais devant un je vais même, Walter Hill, par exemple. je vais Voilà, même aller, au aller hasard. plus loin. C'est mal filmé sous plein d'aspects, mais hmm. c'est très très bien joué. Et donc, Ouais. bon, bah, Bon, Ouais, bah, c'est vous des plus voyez, et des hein, moins. Donc moi, je termine on est avec un bof, hein, partagé. du coup, hein. Ah, moi Voilà, aussi, ouais, c'est je termine bof. avec un bof. moi c'est un oui. Tu vois, comme quoi on est. Mais c'est bien Ouais, ouais, tout que à ça fait. bouge comme ça. Tout à fait. C'est très très bien. Je suis content que vous ayez enfin des divergences, parce qu'à bout d'un moment, je crois que j'étais tout seul. Mais Voilà, tout tu seul tout sais le temps. on en a plein sur plein de trucs. Il s'avère que là, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup, mais on s'est déjà retrouvé ailleurs. Il y a des trucs. Mais ce qui est C'est fantastique obligé. avec vous deux, c'est que j'aime discuter avec vous. C'est Mais surtout bien ça, sûr, moi. mais c'était hyper intéressant. Et en plus, j'ai vu que dans le chat, ça parlait pas mal. Là, ça commence aussi à évoquer directement Ghost Protocol qui fait aussi causer. Voilà. Et je sais que voilà, il y aura, je pense, pas mal d'amour dans 2 semaines. Voilà, je ne veux pas non plus trop spoiler, mais C'est bien possible. il y aura un peu d'amour, je pense, pour dans 2 semaines. On verra, il faut que je le revoie. Je ne l'ai pas vu depuis quelques temps, donc on verra bien. Mais voilà, je sais que il y a un peu d'amour. Je ne veux pas non plus tout spoiler, mais il y aura de l'amour pour Ghost Protocol. Ça va être, je pense, très très sympa, et c'est un film qui sera aussi très très différent avec un nouveau réalisateur. Mais ça, on Ah, le verra donc dans 2 semaines. Merci messieurs, encore une fois, c'était très bah, agréable merci à de toi. discuter Avec grand avec vous. plaisir, comme d'habitude. Voilà, on a eu des quelques petites pétouilles techniques, mais j'espère que vous, dans le chat en direct, vous aurez quand même passé un bon moment aussi en notre compagnie. Voilà.
Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de comment vous écoutez-vous ça en version podcast ou en replay sur YouTube. Tiens, Et donc on se dit d'ailleurs, à si très jamais vous bientôt. voulez nous Oui, dire, si vous voulez nous dire où, à quel moment vous écoutez cette émission, à quel moment de l'espace-temps vous êtes, vous pouvez ouais, tout à laisser des fait. commentaires en même temps que vous laissez des étoiles Voilà, c'est sur ça. les Partagez, multiples laissez des étoiles. supports. C'est très important les étoiles. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des Ça petites nous fait, étoiles de ça nous ninja. référence, quoi. Voilà, ça nous permet d'être référencés. Et aussi, bah merci pour les retours sur, enfin pas les retours, mais sur les écoutes sur YouTube notamment, parce que je suis pas un habitué de mettre Oui. les vidéos sur Mm. YouTube. Et sur la chaîne YouTube de VHS et Canapé, bah, c'est l'émission sur l'émission Impossible, sur Mission Impossible 2. Bah, elle fonctionne plutôt bien, voilà. Donc il y a quelques commentaires dessus, notamment Barbie qui est venue discuter. Donc et surtout, bah, en termes de vues, c'est celle qui est le plus vue actuellement sur la chaîne. Bon, voilà, c'est à notre hauteur, hein. Ça fait pas longtemps qu'on commence à bosser sur YouTube, mais ça fait plaisir de voir que vous êtes réactifs en tout cas sur YouTube. Donc c'est plutôt cool. Je voulais proposer un truc. Dites-moi si c'est une bonne idée. Voilà, parce Allez, que Allez, grâce à tente. toi, TMDJC, j'ai un nouveau système qui m'amuse pas mal. Bah, c'est les répondeurs sur Vodio. Donc moi j'aime bien les interactions avec les gens. Donc si vous voulez laisser, je mettrai du coup le lien sur le descriptif de l'émission. Si vous voulez nous laisser un petit message pour nous dire bah, votre avis à vous sur Mission Impossible 3, bah, n'hésitez pas, comme ça on le diffusera du coup la semaine prochaine, enfin dans le montage de la Ouais. semaine prochaine. Donc voilà, surtout faut pas hésiter. Donc merci d'avance pour vos petits messages, pour les étoiles, etc. Et merci de nous suivre régulièrement sur tout ce qu'on fait chez VHS et Canapé. Voilà, messieurs, je vous dis bonne nuit, hein, parce que là, nous, bah ouais. il commence à être Nous, Ah, tard. nous, nous, c'est nous, bonne c'est nuit. nuit. Ouais. Voilà, et puis bah, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Salut à À dans tous! 2 semaines. Des bisous les gens.